Ok. Donc oui, merci de votre présence. Merci Éric Chauvier de nous avoir rejoints. Cette rencontre était initialement programmée cet hiver, en pleine épidémie de grippe. Donc ça n'a pu avoir lieu une première fois. Ça a failli ne pas ce soir et on est bien content de vous accueillir pour parler de Sommaland, mais évidemment pas seulement, puisque votre travail singulier s'inscrit dans une continuité et que ce serait difficile d'évoquer un seul livre sans évoquer les autres, hein, le parcours et, si j'ose dire, la méthode spécifique d'exploration qu'est la vôtre. Il était marqué en bas, ça vous a fait sourire en arrivant, Sommaland, ovni littéraire. Et effectivement, quand je me demandais comment vous présenter, ça oscillait entre deux choses, qui est que vous êtes anthropologue de formation et de profession, et vous faites des livres qui sont de l'anthropologie. Le premier s'appelle Anthropologie. Des livres qui sont de l'anthropologie et qui néanmoins sont absolument de la littérature. C'est pour ça qu'une grande partie d'entre eux sont parus chez un éditeur atypique, qui lui-même accueille votre travail, qu'il définit comme atypique, les éditions Alia. Je dis atypique parce que c'est un éditeur effectivement qui n'a peur de s'aventurer ni dans l'essai, ni dans quelques genres inattendus que ce soit, qui varie les formats selon les besoins, sans problème. Ils sont capables de faire de très très gros livres comme de tout petits en termes de format. J'avais eu plaisir à acheter plusieurs fois ceux-là qui coûtaient 3 fois rien. C'est vraiment un format très léger, quasiment la longueur d'un article. Et c'est un engagement assez original de produire un livre pour un texte court dès lors qu'on le considère comme important. Donc vous êtes anthropologue et écrivain et littéraire donc. Et j'avais pas envie de séparer les deux. Enfin, on va après discuter des deux choses parce qu'il me semble que tout le nœud de l'intérêt si spécifique qu'on trouve en tant que spécialiste, il y a quelques spécialistes ici, et en tant que néophyte à la lecture de vos travaux, c'est justement la jonction en permanence entre les deux, entre l'anthropologie et la démarche fondée qui vous anime, que vous avez théorisée dans cet ouvrage sorti chez Anacarsis, excellent éditeur bordelais, qui s'appelle Anthropologie de l'ordinaire, et la littérature qui, comme vous le précisez aussi à un moment de cet ouvrage, sert cette démarche atypique. Le dernier en date, Sommaland, c'est celui sur lequel on va un peu plus se concentrer ce soir. Et je vous ai proposé de lire des extraits de votre choix. Et moi, ça ne me déplairait pas de commencer par ça, si vous en sentez la force après le voyage en train. Enfin voilà, si vous avez la forme pour et l'envie, ce qui nous permettrait de rentrer directement dans votre matière et dans votre propos. Si vous le voulez bien, je vous propose un petit bout de lecture de Sommaland. Merci. Alors voilà. Formation au projet de management des risques par Gilles de Maison. Début de l'enregistrement. De Maison. Décontracté face à la vingtaine de personnes qui composent l'assistance. L'idée est simple. Les experts parlent d'idées plutôt que de buts trop philosophiques ou d'objectifs trop mercantiles. Rassurer les éventuels producteurs de débats contradictoires, lisant ces notes, avec de nouveaux outils de gestion démocratique des risques technologiques, en bref, nous fixant avec une intensité théâtrale que les choses se passent au mieux. Rire. Pourquoi ? D'abord, qui suis-je ? C'est une bonne question. Dans quelle étagère ? Glousse, pouf, silence dans l'assistance. Je suis, se ressaisissant, Gilles de Maison, tapotant son ordinateur portable. Une diapositive apparaît que je retranscris avec son orthographe hasardeuse. Donc dans le livre, il y a des images. C'est important un livre avec des images. Moi, incapable de contenir mon étonnement, me tournant vers ma voisine de table, une femme, la cinquantaine, ingénieure sécurité sur un site Céveso de Sommaland. C'est étrange tout de même. Elle, quoi ? Moi. Non, rien, ne comprenant pas à quel point je suis troublé par cette diapositive.
Loin de signifier la pureté et la liberté que De Maisons, comme tous les experts, souhaite sans doute éveiller dans son diaporama, les lettres rouges sur le bleu m'évoquent la patte du cinéaste Mario Bava, un des inventeurs du giallo italien, surnommé aussi le maître du macabre. La légère pénombre, accentuée par un surcroît malheureux de contraste, rappelle assez bien la lumière glauque qui nimble la baie sanglante, un des films de Bava. Le contenu de De Maisons me semble bien sûr assez cuistre, en particulier cette phrase « Vous et moi, c'est une longue histoire qui commence ». Mais je ne peux détacher mon attention de la diapositive et de l'inquiétante étrangeté qui s'en échappe. De Maisons, lisant avec un réel enthousiasme la première diapositive de son PowerPoint. La démocratie peut être résumée en 2 points, Verdana, orange, comme la démocratie binaire. Premièrement, expliquer les choses, Arial black, mais bleu pour imposer son brusquet. Et moi, mon rôle, c'est d'expliquer les choses, idem. Deuxièmement, trouver le bon support, comique sans MS, bleu pour fidéliser l'écoute, pour expliquer les choses. Et ces supports, c'est un outil tout simple, le passeport et le garant de la démocratie, le PowerPoint. Moi, toujours aussi troublé par les audaces de Maisons en matière de lumière et de contraste, me tournant de nouveau vers ma voisine, mais incapable de lui expliquer ce que je ressens. De Maisons, discours virant au jaune. Il n'y a pas de démocratie sans support didactique. Il n'y a pas de support didactique sans PowerPoint. Appuyant sur une touche de son ordinateur portable, CQFD. Moi, cherchant toujours du regard quelqu'un qui pourrait partager l'impression suscitée par le PowerPoint de Maisons, dont la présentation m'évoque de plus en plus la lumière des giallo des années 70, me demandant aussi si De Maisons n'est pas un génie poétique et transgressif. De Maisons, surjouant les bouts de phrases écrites sur son diaporama à la façon d'un acteur de boulevard mais en jaune. Vous devez toujours, c'est la règle d'or, vous poser les mêmes questions. Grand 1, pourquoi cette diapo? Qu'est-ce qu'elle m'apporte? Quel message me permet-elle de faire passer? Grand 2, quel texte, schéma ou image dans cette diapo? Grand 3, comment les mettre en forme? Grand 4, et puis, quel ordre d'agencement pour les diapos? Moi, troublé par le contraste entre les chiffres en noir et les lettres jaunes, la couleur jaune, obsession visiblement de De Maisons. Pourquoi utilisez-vous la couleur jaune? De Maisons, surpris. Le jaune? Incrédule. C'est une bonne question. C'est la couleur de l'espoir? Sick. C'est une couleur chaude qui va rassurer les gens. C'est le sable de la plage, c'est aussi de l'or. Voilà, soucieux de passer à autre chose. C'est la richesse, c'est le voyage, l'exotisme, quoi. Le jaune. Et puis je vais vous raconter une histoire. Les couleurs, c'est déterminant, absorbé. Un jour, j'avais fait une présentation en rouge. Eh bien, je n'ai jamais vu les gens aussi énervés. Ils étaient furieux et je dois dire que je ne comprenais pas du tout pourquoi. Ce n'est que plus tard, dans le cadre d'une réflexion à froid, un débriefing avec un manager sécurité, que j'ai compris la couleur rouge. C'était une erreur de jeunesse, mou complice avec le public. Depuis, si je puis dire, je vois la vie en jaune, rire. Moi, sérieux. Et pourquoi la plage de Maisons? Quelle plage? Moi, celle qui est sur la diapositive de Maisons. Parce que, en fait, j'avais oublié cette plage à force de faire des présentations aux 4 coins de cette petite planète. C'est une photo de famille, une photo de vacances plus exactement. C'est con, hein? Enfin, c'est ballot, imitant un comique connu. Je vous fais pas l'imitation. C'est une photo de vacances dans les Landes. C'est beau les Landes, la mer est dangereuse mais c'est beau. Eh bien cette photo, elle m'a aidé dans des proportions que vous ne pouvez pas imaginer. Elle m'a aidé à présenter pas mal de conférences, je dois dire. Y compris dans des situations de gestion de crise, eh bien, je peux le dire sans scrupule, regard pénétrant, les gens sont plus apaisés lorsque je leur parle des risques avec ce fond d'écran. Le fond d'écran est déterminant en fait, il est directement relié au psychisme. Il y a eu des études là-dessus. Si je montre un vampire en train de mordre le cou d'une jeune vierge, absorbée, didactique, je ne vais pas susciter le même état d'esprit que si je montre cette plage des Landes. Ça, c'est évident. Moi, pas sûr. De Maisons 1. Bon, on peut arrêter là. Merci. C'est pas un texte facile à lire en plus parce que on l'entend bien, sa structure. Vous avez dit qu'il y a du théâtre. Ce qui fait office de didascalie à l'intérieur de ça, ce sont les commentaires. Et ils ont pu vous faire sourire aussi. Les commentaires de traitement des polices du PowerPoint. Parce que le PowerPoint a une importance très importante en tant que dispositif à l'intérieur de ce livre. Celui qui parle au narrateur s'appelle De Maisons et il fait des formations au management des risques. Le livre s'articule autour d'une zone Céveso et des questions qui se posent à cet endroit. On se rend compte au cours du livre qui a une forme a priori de fiction, que le narrateur s'appelle Chauvier. Donc sans vous demander est-ce que c'est vous, c'est pas la question de l'autobiographie, puisque de toute façon, vous travaillez avec un matériau d'enquête. Mais la façon dont vous maniez ça, c'est-à-dire qu'apparemment, vous avez fait vous-même des enquêtes
là-dessus. Il y a eu un temps de condensation de la matière, et ensuite ce retraitement dans Sommaland. Parce que moi, ce que je me suis dit en relisant, c'est que certains des aspects programmatiques de Sommaland sont déjà à l'œuvre dans ce petit livre qui s'appelle Contre Télérama, dont on pourra parler après. Donc ma question, c'est à la fois toute simple et très vaste. Comment ça se met en place dans votre travail, dans votre parcours, d'anthropologue qui a déjà des livres derrière lui, de faire un livre autour de la gestion du risque, autour des zones Céveso, autour du traitement des populations et de la façon dont on leur parle. Après avoir vous-même été à une place du dispositif en question. Oui, j'aurais pu faire un PowerPoint d'ailleurs pour vous expliquer tout ça. Mais bon, j'étais embauché dans le cadre d'une mission, effectivement, avec des collègues ergonomes, psychologues du travail, des spécialistes du danger, la science du danger, ça qui s'appelle la syndinique. Donc c'est effectivement des modélisations de zones Céveso, c'est la période post-AZF, donc on réfléchissait beaucoup à ces questions, de comment représenter un périmètre de sécurité. Et puis surtout, moi, en tant qu'anthropologue, j'étais embauché sur les questions de concertation. Est-ce qu'on peut partager le même langage ? Est-ce qu'on peut bâtir un langage commun et comment ? Bon. Donc là-dessus, j'ai rendu effectivement un texte scientifique, on va dire. Alors, je nuance, qui reprend les conventions éligibles dans le monde de l'université, c'est-à-dire un texte conventionnel. Bon. Et puis, Alia, effectivement, héberge des textes plus en marge, je dirais. Donc, il y a effectivement cette question des deux textes qu'on retrouve sans volonté de me comparer, mais on retrouve chez d'autres sociologues ou chez d'autres anthropologues, ce qu'avait fait Loïc Vacan, qui fait des textes très scientifiques, très sociologiques, et puis des choses comme sur la boxe, cette immersion, voilà, corps et âme, son immersion dans le ghetto noir américain, qui est un texte plus expérimental, et puis plus libre sur un plan littéraire, évidemment. Donc on se décoince un peu à ce moment-là par rapport aux conventions universitaires, qui à titre personnel m'ont toujours... j'ai toujours eu l'impression d'être contraint par les normes académiques, par le fait de la mise en page, si vous voulez, une mise en page avec, par exemple, un sous-titre. Le sous-titre peut être pertinent dans une approche dialectique, ou plutôt didactique, mais sur la fluidité du texte, on perd énormément. C'est un exemple pas forcément valable, le sous-titre, mais on peut en trouver beaucoup d'exemples comme de cette façon-là. Donc j'aime bien m'aventurer sur des textes plus transgressifs au niveau des conventions académiques, et puis surtout, comment faire, c'est la question de base, comment faire pour rendre compte, en l'occurrence ici du témoignage d'un des personnes avec qui j'ai enquêté, enfin, d'un des jeunes qui vivait sur le quartier, ce quartier qui jouxte l'usine, une usine près de Bordeaux, une usine Céveso, l'usine, on peut la nommer, l'usine Michelin, donc qui fabrique toujours des caoutchoucs synthétiques. Donc on a une odeur très forte de solvant notamment. Et quand j'ai enquêté dans ce quartier, eh bien, c'était très délicat parce que moi-même j'avais l'impression, pas des nausées, mais enfin c'est vraiment des grosses charges. Puisque le périmètre de sécurité s'était complètement réduit à rien, puisque le butadiène avait été enterré. Donc par un système de montage scientifique et technique, on avait réussi à réduire la zone de sécurité à rien. Mais ce qui permettait de créer des écoles, ou en tout cas de ne pas les mettre plus loin, les écoles. Et puis donc ces gens-là vivaient là. Et puis Sommaland, effectivement, Ovnili, bon, mais sauf que le témoignage donc de ce jeune, Yacine, qui est jeune, qui a 20 ans, qui n'est pas si jeune, qui n'est plus adolescent, mais qui est un jeune homme, qui a construit sa vie affective, a construit sa vie psychologique, psychique, personnelle dans ce quartier. Et les histoires qui courent dans ce quartier, ça Françoise Zonabent l'avait bien montré en son temps, elle avait travaillé sur le nucléaire, mais ça donne lieu à des discours qui peuvent sembler complètement ésotériques. Je vous prends l'exemple dès qu'il y avait un scooter qui brûlait, c'était une odeur de solvant qui avait déclenché ça. Des insectes qui prolifèrent, on va dire que c'est le solvant. Donc toute interprétation, pas irrationnelle, j'aime pas le mot irrationnel, mais toute interprétation qui ne peut pas être mise en mots, on va dire, on va convoquer l'usine, comme mode explicatif. Et ça, des explications comme ça, j'en ai eu énormément, quoi. Et même, je peux dire que le discours de ces personnes était presque essentiellement nourri de ce genre de propos qui, si on va 20 km plus loin dans les quartiers riches de Bordeaux, passe effectivement pour irrationnel, ou auprès des ingénieurs sécurité.
Mais là, quand on est les pieds dans le solvant et le nez dans le solvant, à hauteur c'est tout à fait différent. Et parmi ces témoignages, il y avait donc Yacine G, qui est un pseudonyme, et qui lui expliquait donc que sa petite amie avait été, que leur histoire amoureuse avait été court-circuitée à cause pas du solvant que tout le monde sent, mais d'un autre qu'on ne sent pas, d'une substance qu'on ne sent pas. Ce qui est intéressant, ça renvoie aux représentations du nucléaire notamment. Ça revient tout au long du livre, y compris face aux experts qui sont ces rapports entre la substance qui sent et celle qui ne sent pas. Une partie de la problématique d'enquête est articulée autour de ces deux substances. Et pour cause, puisque tous les élus et les techniciens, on va dire, du privé ou du public, essayent d'expliquer aux gens que s'il y a une odeur ou si vous voyez une fumée rose, c'est pas bon signe. Bon, en gros, donc c'est une approche empirique avec d'autres explications. En haut du site Michelin, il y a une fumée rose qui sort, mais là, on explique que la fumée, tant qu'elle est rose, c'est normal. Donc c'est très difficile. Moi, je n'essaie pas de tourner en ridicule ni le discours du technicien, ni le discours des riverains. Mais simplement, c'est très difficile. On est très rapidement isolé dans sa volonté de savoir. Et Yacine G, lui, il a une théorie là-dessus qui est que donc, sa compagne, travaillant dans un leader price local, un monstros, voilà, je l'appelle le monstros, parce qu'il y a le mutant, qui est une chaîne, je l'appelle le monstros. Et donc, lui est persuadé que par la climatisation, bon, effectivement, c'est assez fallacieux comme théorie, par la climatisation, cette substance que personne ne sent, mais qui existe bien, qui sert dans la polymérisation sur l'usine, a intoxiqué son ami. Qui est devenue dépressive et très amorphe. Évidemment, c'est une vision de jeune mec un peu. Il a décrit au début très belle, et puis après qui devient, selon lui, très, très moche. Et ce qu'il y a de très intéressant, c'est qu'il a structuré. Lui, Yacine, il a arrêté je crois même pas, en 5e, quoi, hein, donc il a fait le collège, le début du collège. Et il a pris le temps alors au début, je pense que c'est de l'esbrouf, il est en train de me mettre en boîte. Après, deuxième étape, j'en viens à me dire, bon, il est sincère, mais il est fou. Fou au sens de ce que disait Foucault, le fou, c'est celui que vous ne voulez pas voir. Donc ça, j'essaie de m'analyser un peu comme ça. Mais en même temps, finalement, peu à peu, j'en viens à cette idée que, pourquoi pas cette théorie, qui est que son ami, son psychisme et son corps auraient été modifiés par cette substance que personne ne voit. Pourquoi est-ce que j'en viens, non pas à valider cette théorie, mais à ne pas l'infirmer? C'est que, autour, les techniciens, quand je leur présente, et puis l'histoire du livre, c'est ça, j'essaie de leur présenter cette hypothèse, qu'est-ce que vous en pensez? Aucun ne peut me répondre. Et mon argument, c'est un peu un procès d'intention, enfin, en tout cas, un montage, quelque part, dans la mesure où ils ne peuvent pas me répondre, de toute façon. Aujourd'hui, pour faire une enquête épidémiologique, il faut la chronicité, il faut un échantillon représentatif. Sur l'amiante, on a mis un siècle à l'avoir, l'échantillon représentatif. Bon. Donc sur un sujet comme celui-là, bien évidemment, c'est voué à l'échec totalement. Et c'est ce que me renvoient mes interlocuteurs. Donc c'est aussi cet interlocuteur il y a des ingénieurs, des épidémiologistes, des responsables d'industrie, alors qui eux ferment un peu la porte. Là, ils veulent pas trop, ça les intéresse moins. Enfin, ils ne souhaitent pas s'exprimer, on va dire. Et puis les élus, totalement désemparés par des situations de sites Céveso en domino, donc avec des stocks de butadiène, avec des scénarios qui peuvent faire exploser Bordeaux. On m'a montré des scénarios où Bordeaux est rayé de la carte, quoi. Alors évidemment, il ne faut pas être dans ce catastrophisme non plus, mais où est-ce qu'on est? C'est l'absence totale de posture. On est sur des sables mouvants. Ouais, un des nœuds, c'est aussi que ce narrateur, justement, un narrateur, enquêteur, observateur, est totalement désemparé parce que toutes ces théories se valent. Et celle de Yacine, qui le dit bien d'ailleurs, il lui faut une théorie. Enfin, j'ai besoin d'une théorie, c'est formulé. Elle vaut bien les autres, puisqu'en face, il n'y en a pas du tout de théorie. Enfin, il y a des appointements, comme vous avez dit, les élus sont désarmés. Effectivement, on lui renvoie plein de questions sans cesse. Enfin, il y a des ruptures de dialogue qui sont, mais comment voulez-vous que je fasse? En gros, hein, enfin, je résume, mais et du coup, il y a quelque chose qui craque, qui se fissure. C'est annoncé dès le début. Et ce qui se fissure, c'est l'écoute du discours qu'on lui sert. Et il me semble que justement tous ces signes, le commentaire des PowerPoint, les polices, mais à un moment le commentaire des polices des PowerPoint investit les propos oraux des personnages. Il y a quelque chose qui se détraque comme ça dans le langage de communication qui lui est rendu. Il me semble que la forme littéraire
problématise ça, enfin vous permet Tout à fait, ouais. d'avancer vers là. Effectivement, et c'est là qu'on voit qu'il y a une raison littéraire, ou j'aimerais bien utiliser une raison littéraire, c'est-à-dire que la littérature, pour moi, elle nous dit aussi évidemment, quand on lit, je sais pas, Dostoïevski, on lit pas que Dostoïevski, on lit des choses sur le dialogue et sur l'importance du dialogue pour comprendre le monde. Bon, il y a une épistémologie derrière. Après, la forme littéraire, elle est intéressante parce que je me rends compte que mon interlocuteur, Yacine, ce qu'il veut, c'est uniquement de la science. Mais la science, des conventions de science. Je veux une théorie. C'est-à-dire qu'il veut aussi du PowerPoint, Yacine, comme les autres. Parce que le PowerPoint représente la science. Le PowerPoint n'est pas la science, mais il a un effet d'autorité très fort qui fait que, on appelle ça du scientisme, c'est pas de la science, mais c'est une représentation autoritaire et brutale même, pour le coup, de la science. Et je me rends compte que finalement, ce qui ne peut pas être entendu, ce sont ses paroles à lui. C'est-à-dire qu'il lui-même est prêt à modeler son discours et à le calibrer pour être entendu. Évidemment, personne ne l'entendra parce que c'est une forme d'exclusion sociale que je montre aussi qui est en œuvre, hein, une logique d'acteur qui fait qu'on considère que les populations de ce quartier ont d'autres choses à faire que comprendre les risques, entrer dans les instances de concertation, que ce qui les intéresse prioritairement, c'est joindre les deux bouts. Donc ça, c'est des stéréotypes qui sont très en vigueur. Mais après, la forme littéraire, elle arrive, ou la raison littéraire, sur la nécessité de montrer ces contrastes entre des discours naturels, c'est-à-dire ce qu'on est en train de dire là, des paroles réellement prononcées, réellement enregistrées, puisque c'est une enquête. C'est-à-dire que le narrateur et l'auteur sont un seul et même personne, c'est-à-dire moi. De montrer ce contraste entre les paroles prononcées et puis du scientisme, et puis de la science sous forme de slogan, sous forme de propagande, hein, ni plus ni moins, c'est une science de propagande. On n'est pas dans la concertation, on est loin d'Habermas, enfin de toutes ces personnes qui à une époque pensaient que la démocratie, la social-démocratie, ce serait la concertation. Là, on touche vraiment les limites de ça. C'est-à-dire que les clivages sont tels que le langage commun ne pourra pas se faire, parce qu'il y a ces logiques d'acteurs et ces stéréotypes qui empêchent d'aller former les gens, et puis parce qu'il n'y a pas de volonté, surtout il n'y a pas de volonté. J'ajoute que le livre j'ai passé 5 ans dessus, j'ai commencé en 2005 à peu près, 2007, et c'était une époque où on pouvait encore parler d'AZF, on parlait encore des risques Céveso, du nucléaire, en 5 ans, enfin en assez peu de temps, quand le livre est sorti, on s'est dit avec l'éditeur, il y a quelque chose déjà d'obsolète c'est-à-dire qu'on parle même plus de ça. Je suis allé présenter le livre à Toulouse, personne n'avait envie d'entendre parler de ça. Évidemment, j'ai rencontré quelques personnes, on en a discuté, mais qui m'ont expliqué, des associations locales, que voilà, Toulouse, c'était Mohamed Merah, c'était l'affaire du maire dans les soirées coquines. Bon, c'est vrai qu'ils ont eu pas mal d'événements qui sont cumulés. Ils avaient envie de passer à autre chose. C'était que du bonheur, quoi, pour Toulouse, hein, c'est que du bonheur, quoi. Et nos soussailles. Et effectivement, le livre, il est arrivé à cheval sur ces deux époques. Mais je pense que l'injonction d'urgence du climat actuel empêche vraiment aujourd'hui de réactiver ce genre de questionnement. Qui parle aujourd'hui alors d'écologie même pas, mais évidemment, mais de concertation. Les sites Céveso sont toujours là. Et donc il y a eu ce changement, les lignes ont bougé de façon très rapide et très, très, très forte, quoi. Il y a une mélancolie qui apparaît, qui est assez belle dans certaines scènes qui pourraient être des scènes de fiction. Enfin, quand il retourne voir sur les lieux du supermarché des habitants qui semblent réduits à l'état de zombies. Enfin, et vous évoquez les giallo italiens, donc il y a quelque chose de l'ordre de la fiction qui apparaît, qui porte cette mélancolie-là. Mais cette mélancolie-là, vous évoquez, me semble avoir un net rapport avec l'impossibilité de la politique. Et que vous évoquiez dans Contre Télérama, que je vais situer un petit peu, parce qu'évidemment son titre est trompeur, même s'il n'est pas menteur, mais voilà, il est un peu trompeur. Il n'est pas mentionné une fois, ou peut-être une, mais Télérama à l'intérieur. Par contre, il est effectivement un article de Télérama et la cause de ce livre, qui est une forme déjà d'enquête du quotidien, hein, donc d'anthropologie de l'ordinaire, dans les quartiers périphériques de la ville. Alors pas forcément aussi déshérités que cela, mais quand même dans des périphéries urbaines. Et quelque chose que vous constatez dans ce livre est que cette invisibilité
alors invisibilité dans le discours dominant, de la communication, de tout un pan de cette population et donc de tout un pan de ces quartiers, organise les choses sans complot, hein, parce que vous n'êtes pas du côté de la théorie du complot, je pense que vous allez préciser, mais organise quand même les choses pour que la politique soit absente. Enfin, là, vous-même avez deux échanges avec assez malheureux dans ce livre-là, avec des hommes de votre génération qui sont des cadres au supermarché. Un échange où vous proférez en plus, d'après vous, des banalités sur la politique, comme sur l'air du temps, et qui vous regardent assez effrayés. Enfin, en tout cas, ils s'en vont, quoi. Ils coupent aussitôt la conversation. Et il y a l'inverse qui se produit un peu plus tard. Vous les voyez très animés dans une discussion qui a l'air d'être aussi emportée qu'une discussion politique, et ils sont en train de s'engueuler sur les vertus de telle marque de voiture. Et là, c'est vous qui êtes hors du coup, mais à plusieurs endroits, hein, là sont deux exemples, dans ce livre, est signalé l'impossibilité de l'action et de la pensée politique, l'organisation de cette impossibilité dans ces quartiers pensés par les urbanistes. Et c'est un peu de ça qui joue dans les couches de communication de Somaliland. Ça provoque une mélancolie, qui est d'ailleurs là dans certains autres de vos livres. Et ce que j'ai énoncé là est une question, en fait, à quoi je vais ajouter un point d'interrogation maintenant. Si vous avez un commentaire Oui, à faire sur... non, juste une précision, les urbanistes n'ont pas vraiment travaillé sur les zones périurbaines. Puis ça parle des zones pavillonnaires périurbaines. Les urbanistes n'ont pas, à ma connaissance, vraiment travaillé la question. Ils commencent à s'y mettre depuis quelques années, mais donc la théorie du complot, effectivement, c'est une vision, cette vision paranoïaque. Bon, enfin, ça me semble hors propos. C'est une vision assez. Enfin, je pensais à Frédéric Jameson, qui a écrit la théorie comme la totalité comme complot, c'est-à-dire les visions qu'on aurait d'une totalité sont forcément des visions paranoïaques. Donc évidemment, moi je ne souscris pas à ça. Par contre, ces zones pavillonnaires périurbaines sont tout à fait dignes d'être étudiées, ont été laissées, il y a une sorte, comme dit Eric Charme, il y a un émiettement un peu, on a accumulé ces zones pavillonnaires, on a mis des zones marchandes, des échangeurs routiers, bon. Et puis un peu à la façon de Somaliland, c'est le lien, puisque votre question est pertinente, c'est le fait que plus on va produire de l'ordre social stéréotypé, je dirais, c'est-à-dire ou du pavillon ou de la concertation, et plus les personnes vont être dépolitisées d'une certaine façon, moins elles vont être en prise avec ce qui leur arrive. La locomotive qui a brûlé, les gens étaient assez affolés, mais bon, il y avait quelque chose de très positif là-dedans, c'est que il y a eu j'aime pas le mot lien social, c'est une boîte noire, mais il y a eu des échanges, simplement des conversations, des discours politiques, des personnes qui avant n'auraient pas parlé politique, d'autres étaient sur leur portable et c'était la fin du monde, mais il y avait une bonne partie, les gens se sont mis à parler entre eux, il y a eu les gens étaient à nouveau en prise avec ce qui leur arrivait. Donc ça a produit une forme de ralentissement, de failles, d'inquiétude. qui Le sont aussi celles risque qui de la vous peur, c'est intéressent. une réalité. Si vous avez peur, la conscience, elle est titillée, il y a une prise de conscience qui s'opère par la peur. La peur est un biais heuristique pour comprendre le monde. Donc l'inquiétude, l'angoisse, donc c'était intéressant. Et c'est précisément, je pense que c'est ce qui a été complètement éludé, oublié, ce que dit mon camarade Bruce Bégou, la négativité. Les villes sont devenues sans négativité. Et les zones pavillonnaires, et là je suis en train de revenir un peu là-dessus, c'est-à-dire que la ville est sans négativité, c'est-à-dire qu'elle est sans odeur, elle est sans altérité réelle. La ville est devenue une sorte de parcours stéréotypé où vous allez faire de l'ethno-marketing, vous allez acheter le truc branché, le truc vintage, le truc bio, et finalement tout est calibré en fonction de stéréotypes assez convenus et d'habitudes assez marquées. Les zones pavillonnaires, on a dit, c'est le lieu de la vie mutilée, c'est la vie où rien ne se passe. C'est assez faux en fait. Je me suis rendu compte que ces zones pavillonnaires qui ont été une accumulation, enfin ces zones périurbaines, parce qu'il y a du pavillon, il y a de la prairie, il y a de la nature, il y a de l'industrie, quand il en reste, il y a des centres commerciaux énormes. Bon. Mais cet enchevêtrement, si vous voulez, cette accumulation, cet émiettement, finalement produit des interstices où on peut se recréer, pour le coup, comme disait Corbusier. C'est-à-dire on peut vraiment se recréer. Dans la ville-centre, moi quand je reviens à Bordeaux-Centre, je ne me recrée pas spécialement. Je suis à chaque fois atterré de voir qu'on me dise ce qu'il faut que j'achète comme livre, ce qu'il faut que j'achète comme
si je veux faire un voyage extrême, il faut que je l'organise parce qu'il y a une agence qui s'est créée pour faire les voyages de l'extrême. Si je veux m'acheter un pagne ou je ne sais quoi, il y aura le vêtement ethnique qui va aller par rapport à mon choix. Donc cette pseudo-créativité, c'est une fiction de créativité, une fiction de totalité, fait que la ville-centre n'est plus du tout quelque chose de créatif. Elle est devenue le haut lieu du tout. Tout est sous contrôle. Alors que ces zones périphériques, c'est des lieux où il peut encore se passer quelque chose. Et je pense que l'hypercentre, on en parlait en venant tout à l'heure, Nantes, alors je connais moins Nantes, mais j'ai vu l'usine Belin, bon, effectivement, il y a quelque chose qui reste, mais pour les hypercentres comme Bordeaux, c'est devenu tout à fait difficile de se réapproprier l'histoire sociale de la ville. Je ne parle même pas du port négrier, je parle de l'histoire des luttes sociales récentes dans la ville qui existent. La dernière usine Céveso, Alain Juppé l'a mise hors de la ville pour que Bordeaux devienne patrimoine de l'UNESCO notamment. Donc c'est un acte tout à fait symbolique. C'est-à-dire qu'on élimine ces marques du capitalisme industriel, en gros, mais je préfère ces marqueurs de classe sociale, hein, on lisse tout ça, et à la place, on va poser du minéral, la tabula rasa, quoi, du verre et du paysage. Et du minéral. Ouais, c'est tabula rasa, c'est-à-dire qu'on repart. Il n'y a plus d'histoire, l'histoire ne peut plus s'écrire. Et vous n'avez plus de marqueurs historiques. Il y a des têtes d'Africains encore, qu'il en reste quelques-unes à côté des gargouilles sur les quais. Bon, c'est les dernières marques de quelque chose qui s'est passé dans cette ville, mais c'est quand même... Et donc, contre Télérama, l'espèce de colère que je pouvais avoir pas par rapport au quotidien, donc c'est pas mon problème le quotidien, mais il y a eu cet article comment la France est devenue moche. C'est-à-dire que ces zones-là où pour moi il se passait encore quelque chose, eh bien on le jugeait au seul argument de l'esthétique. Et évidemment, ce qui est beau, c'est les villes-centres, avec à Bordeaux, je sais pas, des dernières sculptures qui n'est même pas de l'art, qui est une sorte d'art de culture industrielle à outrance. Et le minéral. Ça passe pour des critères d'esthétique et des critères de beau. Et c'est ce qui pose problème, à mon sens. Le problème n'est pas de réduire la ville à quelque chose de beau ou de laid, mais de voir comment les gens vivent. Et oui, c'est toute la difficulté. Et ces zones pavillonnaires, alors je travaille beaucoup sur comment les adolescents se représentent ces zones périphériques. Zones pavillonnaires, mais il n'y a pas que des classes aisées. On va trouver une certaine mixité finalement. Déjà, il faudrait arriver à les qualifier, toutes ces zones. Et autour de Bordeaux, on a des zones extrêmement diverses. Il y a effectivement des zones plus aisées, puis d'autres plus ouvrières. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à nouveau, il y a un effacement des marqueurs de classe. Mais ça, je pense que c'est un problème qui concerne le monde social en général et l'évolution de la société. Par contre, il y a encore dans ces zones-là, les urbanistes disent on veut faire des centralités. On veut recréer de la centralité dans ces zones. Parce qu'effectivement, les seuls centres, c'est les voitures qui se garent. Mais la vie, elle ne se passe pas là, elle se passe dans les derniers bosquets et des rencontres amoureuses. Elle se passe lorsque les adolescents vont, par exemple, reprendre un ancien stade. Ça, c'est peut-être une différence avec Bégou, qui théorise beaucoup la voiture. On en a plusieurs. Dans son dernier, mais dans les autres, il théorise beaucoup la banlieue du point de vue de la voiture automobile. Parce que justement, je pensais à Jean-Christophe Bailly, qui travaille lui sur la ville et sur le promeneur et sur les interstices. Et je les différencie un peu à cet endroit-là. Et j'ai l'impression que c'est un gros raccourci, donc vous allez le corriger. Mais que vous trouvez des interstices, en tout cas là. Il y a des moments de promenade, de bosquet. Bruce Bégou, il est philosophe, donc on fait deux choses différentes finalement. Lui, il est là pour... Et son dernier livre, qui est très bien, hein, Suburbia, c'est vraiment essayer de penser la périphérie, mais au-delà d'une périphérie physique, géophysique, une périphérie mentale, une périphérie philosophique, psychique. Donc je pense que c'est pas son débat de voir les différences de classe sociale. Mais pour autant, moi qui suis anthropologue, évidemment, je suis obligé de m'intéresser à ça et de voir comment les personnes peuvent arriver à annuler ces marqueurs, ces rapports de classe, ou peuvent au contraire recréer des micros, des formes de liens à un niveau micro, peuvent arriver à réinvestir, ce que je disais, sur des adolescents qui reprennent un vieux stade désaffecté qui devient le lieu de la ville où va se passer, qui devient très créatif en réalité. Les meilleurs skateurs vont passer là, alors il y a évidemment les rites de transgression, mais il y a aussi les rencontres amoureuses, il y a tous les échanges de la jeunesse vont se faire non pas sur la nouvelle rampe qu'a créée la mairie, mais sur cet ancien stade qui devient riche de ce qu'il a d'inattendu. Voilà. Et ce que la ville n'arrive plus à produire, c'est de l'inattendu justement, c'est du mystère, c'est des interstices où
Même, je pense que je relisais dans le train un livre de Corbusier sur la cité Frugès, là, qu'il avait vraiment créé ça, c'est le modernisme, le fonctionnalisme. Bon. Et alors, il lui-même était, je pense, un peu déçu de voir que les gens ne se sont pas réappropriés ça. C'est-à-dire qu'un modèle plaqué fait que les personnes ont été mal à l'aise dans ces maisons. Je ne sais pas si vous voyez la cité Frugès, c'est des maisons un peu avec des toits terrasses. Et aujourd'hui, c'est devenu patrimonialisé finalement. Mais pour le coup, c'était des logements sociaux au début. Mais pour les personnes, c'était très, très choquant. Et ce que je veux dire par là, c'est que calquer un modèle a priori, comme refaire de la centralité, ça marche rarement en fait. Évidemment, l'architecte aura un peu d'ego gonflé, il y aura quelques budgets, bon, et ça c'est faire de la croissance. Hein. Mais pour autant, on ne tiendra pas compte de ce que vivent les gens. D'où l'intérêt de renverser, à mon sens, et ce que j'essaie de faire dans Contre Télérama, à partir de ce que vivent les personnes et comment elles se recréent, comment elles s'inventent des ruses, des techniques pour être en prise avec leur quotidien. Alors j'ai lu un livre scandaleux là-dessus, Le cauchemar pavillonnaire. Bon, où la personne dit que l'hypermarché, on a toujours les mêmes stéréotypes, l'hypermarché, la voiture, tout le monde est assujetti à la voiture, bien évidemment. Par contre, il y a des zones de recréation où les personnes peuvent arriver à recréer de l'inattendu, parce qu'il y a des interstices simplement. Je me suis amusé à faire des photographies simplement de 3 rues autour de chez moi, on en a un peu plus loin. Il y a beaucoup de zones de lieux de passage, par exemple, qui deviennent à un certain moment de la journée un peu dans la pénombre, et c'est là que les choses se passent. Bon, pas que dans la pénombre d'ailleurs, on peut retrouver la centralité sociale, du lien qui va se créer en dehors des places dévolues à cet effet. Donc tout ça pour dire que ces zones-là, où ma colère, et encore j'ai évolué depuis ce livre, c'est-à-dire que maintenant j'en suis vraiment à défendre la vie qui se déroule dans ces zones-là par rapport à l'hypercentre. À l'époque, je pensais qu'effectivement c'était une vie mutilée, la vie périurbaine, mais que ça méritait d'être étudié. Je pense toujours que ça mérite d'être étudié, et je pense maintenant que, en plus de cela, il y a vraiment des formes de vie et des façons de se recréer pour le coup, et puis encore de voir les différences, de faire les différences avec une personne. Avec énormément de nuances évidemment, parce qu'il faut encore une fois arriver à savoir de quoi on parle. La difficulté, c'est toujours ça. Dire les zones périurbaines, c'est l'hypermarché, les gens sont des veaux, ils prennent la voiture le matin, ils rentrent le soir. C'est hyper facile. Depuis Guy Debord, c'est facile, la recette, elle a été écrite. On sait comment dire ça. Mais chez Debord, il y avait une poétique. Là, il n'y en a plus. Là, on est simplement dans un ressassement de choses qui, de la même façon que cet article de Télérama, mettent une sorte de voile opaque sur les situations pour empêcher de les observer, de les étudier à hauteur d'homme et de femmes avec un grand H. Donc mon problème, il est vraiment dans cette question épistémologique au fond. C'est-à-dire la vue surplombante, toujours la vue surplombante. Et il y a des vues surplombantes en sociologie par exemple, mais là, ce qui est proposé, c'est même plus seulement des vues surplombantes, c'est des vues opacifiantes, des vues qui simplement ne prennent pas le temps de faire une enquête, quoi. Bon, c'est le problème. Le jugement de classe. Mais nous avons aussi été troublés par ce jugement de classe qui faisait de notre zone périurbaine, c'est l'article laideur de notre zone périurbaine, un monde évaluable à la seule mesure esthétique de leur monde à eux. Qui sont-ils, ces journalistes centralisés, pour décréter la laideur de notre périurbanité? Qui sont-ils pour porter ce jugement qui, en suggérant de raser notre cadre de vie pour reconstruire je ne sais quel Éden, le rend indigne d'être étudié comme une tribu amazonienne ou une secte dangereuse? Le projet, qui continue de livre en livre, c'est aussi celui-là. Là, il y a des situations de trouble qui n'aboutissent, des non-discussions qui ne continuent pas, qui sont plutôt des petits instantanés dans Contre Télérama, mais de moments de faille, qui ne perdurent pas forcément dans une discussion. Ces moments de faille sont votre outil de travail, endroit de travail, voire votre dispositif. Et ce, dès le premier livre, Anthropologie, les premiers livres. Alors, ce n'est pas le premier livre, parce que vous avez publié ça avant, je pense, Profession anthropologue, chez William Blake, qui est un livre plus professionnel, et celui-là plus littéraire. Anthropologie, c'est un dispositif que vous relatez autour d'un choc, d'une rencontre avortée et disparue à un carrefour en automobile avec une jeune Rome qui propose de laver les carreaux, je crois, pour un peu d'argent, ou qui mendie directement, elle fait directement la manche au carrefour. Et ça vous choque beaucoup et vous interrogez plusieurs personnes de votre entourage
que vous promenez en voiture, que vous ramenez à cet endroit-là et vous leur posez la même question qui est, c'est un drôle de métier ? Ça doit être un métier difficile. Procédé d'ironie présent aussi. Alors ça, j'aimerais bien vous poser la question de l'ironie et de sa nécessité. Et ensuite bon, c'est l'ensemble, hein. Elle est longue comme question, elle appelle une longue réponse. Et ensuite de la nécessité pour vous de ce dispositif-là, qui est celui que vous théorisez par la suite dans l'anthropologie de l'ordinaire. C'est-à-dire de créer, la question que vous posez trouble votre interlocuteur, elle le déplace par rapport à votre cadre de discussion, et là, quelque chose peut se passer qui accroît la puissance de l'observation, enfin, pour le résumer un peu. Je regardais la bibliographie, c'est une erreur de ma part, mais c'est un procédé qui existe déjà dans les sciences humaines, les sciences sociales, qu'avait développé Harold Garfinkel, qui était un sociologue américain, qui essayait de créer de la perturbation, de l'étrangeté dans des situations données de la vie ordinaire pour mobiliser autour des comportements normatifs. C'est-à-dire que si je me mets ici à pousser des cris, vous allez essayer de me raisonner, et c'est dans les tactiques, les stratégies que vous allez mettre en place pour me raisonner que la norme va s'exprimer. Et je ne fais que reprendre ce dispositif-là, que je trouve très intéressant. C'est-à-dire que, alors l'ironie, oui, parce que je ne sais pas si c'est ironique ou si c'est simplement ludique, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très ludique chez Garfinkel déjà, de demander à ses étudiants de rentrer dans leur famille et de se comporter comme s'ils étaient invités. C'est amusant. Vous rentrez chez vous et puis vous vous comportez en invité et vous observez les situations autour de vous. Donc vous ne mettez pas le couvert, et c'était très intéressant aussi pour découvrir les lois de l'implicite dans une conversation. Bon. Dans le dispositif, est-ce que après vous rétablissez, est-ce que vous donnez la règle du jeu, est-ce que vous dites à un moment le dispositif est terminé, c'est-à-dire je pense au gamin qui rentre et qui fait l'invité et dit voilà je le faisais dans ce but-là. Oui. Vous voyez, c'est par rapport au fait que vous mettez en place ces dispositifs-là dans votre environnement direct. Je me demandais. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire si je l'avais régulé, recadré de cette façon-là, évidemment dans une démarche scientifique j'aurais dû, parce qu'évidemment là je l'ai recadré, j'ai expliqué donc les personnes, je les amenais dans ma voiture et je leur disais, en montrant cette jeune Rome qui faisait la manche, ça doit être un métier difficile. Et j'observais leur réaction. Évidemment, c'est de la manipulation. Et évidemment, j'ai dit après, je leur ai demandé s'ils acceptaient d'être publiés, s'ils acceptaient le principe. Après, bon, mais évidemment, mais ce qui est intéressant, c'est leur réaction. Le silence gêné, l'argument qu'on va évoquer, la mafia roumaine. Bon, on retombe toujours sur des mêmes processus de défense, plus ou moins vrais, plus ou moins fondés d'ailleurs. Mais c'est simplement dans le fait d'accoucher d'une étrangeté, d'un dérèglement, une anomalie. Ces personnes-là n'avaient pas envie de parler de cette jeune Rome, parce que tout un chacun qui passe va détourner les yeux, parce qu'il est pris dans son rythme d'automobiliste. Mais donc il y avait une gêne, un trouble à l'idée de croiser le regard de cette jeune femme. Et pour le coup, c'est à partir de cette anomalie, de cette situation de perturbation, que la personne, donc l'observé, en l'occurrence la personne que j'amène dans ma voiture, va être amenée à dévoiler un ensemble de stratégies qui pour moi font vraiment du sens, quoi. Sauf que si j'avais mentionné tout le protocole scientifique, pour moi c'est l'objet d'un autre livre. Et ça c'est quelque chose que j'arrive pas à résoudre, y compris dans mon travail. Pourquoi scinder comme ça ? C'est-à-dire qu'effectivement, j'aurais dû donner le protocole, et là, par contre, on n'a plus du tout de fluidité du texte. Le texte devient beaucoup plus empesé, beaucoup plus scientifique. Vous donnez une partie du protocole dans l'anthropologie de l'ordinaire, de cette expérience-là et de celle qui est présente dans ces deux petits livres-là. Je pense que j'ai évolué aussi depuis, et je ne referai pas ce texte comme je l'ai fait à l'époque, anthropologie. D'accord. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il est possible et il est souhaitable de faire le compte-rendu précis de l'enquête et de tout mettre. Et après tout, en sciences humaines, en sciences sociales, on n'a pas d'autre ambition que faire un compte-rendu d'enquête un peu le plus étayé possible. Après, il faut trouver la forme, l'exigence littéraire. Là, c'était en 2005, 2004, c'était il y a presque 10 ans, et j'étais pas... où une maturité d'écriture apparaît aussi, c'est dans la capacité pour moi, dans mon cas personnel, à arriver à me faire à cette idée, qu'il n'y a plus de livres finalement, il n'y en a plus qu'un. Moi, je veux tendre vers cette idée qu'il n'y a plus qu'un seul livre, y compris dans le fait, à l'époque, je me revois en train d'écrire en me disant, je ne peux pas mettre cet auteur, c'est un auteur abscon. Non, aujourd'hui, c'est absolument pas ma façon de voir les choses.
Et d'où cette. Mais par contre, il faut se travailler, il faut scoltiner le texte entre guillemets pour se rendre compte de ça véritablement. Il faut être passé par certaines formes d'échec, pas d'échec, parce que c'est pas un échec, mais au contraire, parce qu'il a été lu comme un roman justement. Mais aujourd'hui, j'ai plus envie que ces textes soient lus comme des romans. C'est-à-dire que il faut qu'il y ait un effet de réel. Hein, c'est-à-dire que, mais ça passe par le fait de faire le compte rendu le plus précis de l'enquête. Et puis je pense que si j'avais aujourd'hui, je pense que j'aurais donc fait un compte rendu de mes retours aux personnes que j'amène dans ma voiture, observant leurs réactions, notant leurs réactions. Et le livre aurait pris le volume aurait été bien plus important. Et puis je pense que c'était intéressant. C'était surtout intéressant. Cette faille, elle est dans ce petit livre qui s'appelle La crise commence où finit le langage, qui est une phrase en plus qui en elle-même signifie beaucoup dans votre démarche. Vous allez certainement pouvoir la commenter dans le rapport avec Wittgenstein et la distinction avec la philosophie. Elle part aussi le livre est court, hein, parle d'une expérience qui, alors pour le coup, peut nous être commune aussi, ça nous est sans doute tous déjà arrivé, une expérience du quotidien, le coup de fil de quelqu'un qui débarque chez vous par téléphone, d'une centrale on ne sait pas où, pour vous vendre quelque chose dont vous n'avez pas besoin, et à qui vous ne savez pas comment répondre, vous ne savez pas comment décliner. Et ça part de cette expérience-là, hein, vous dites que vous faites un borborigme, et puis il y a une interruption très rapide de la discussion. Et cette expérience-là est symbolique. Enfin, en tant qu'échec de communication, elle est symbolique de toute votre démarche par la suite. Il me semble important parce que voilà, vous le dépliez aussi dans l'anthropologie de l'ordinaire, ce petit texte-là, assez longuement. Oui, c'est changer son regard, essayer de tourner légèrement son regard. C'est-à-dire que cette situation de phoning, tout le monde l'a subie. J'ai eu un appel de phoning juste au moment où je vous attendais à la gare de Nantes. Donc il y a 1 heure, quoi. Et le phoning est une situation qui nous mettrait mal à l'aise parce qu'on se sent harcelé, parce qu'on se sent coupable, mais on accepte. Là, il y a toujours des gens qui vont vous dire, moi j'ai une super tactique pour qui vont faire une parade on a dit ça récemment, je fais une parade de séduction avec la personne. Enfin, pour moi c'est incroyable, quoi. Faire une parade de séduction, draguer l'hôtesse, je ne suis pas du tout dragueur, et en plus là, enfin bon, ça serait très difficile, quoi, complètement théâtral et artificiel. Donc, par contre, ce que je trouve intéressant, c'est de décider que tout d'un coup, ce n'est pas acceptable. C'est-à-dire que cette situation qui est acceptée, on peut très bien l'étudier à la façon de l'ethnographie de la communication. C'est-à-dire les ethnographes de la communication travaillent sur les indices intonatifs, tout ce qui fait une analyse pragmatique du langage, c'est-à-dire le contexte d'énonciation. Et on se rend compte que cette conversation, elle est totalement malheureuse. Il n'y a rien qui fonctionne. La personne n'arrive généralement pas à vous vendre la chose. Elle est gênée, vous êtes gêné, vous la gênez puisque vous la mettez elle-même mal à l'aise. Elle-même, elle est fliquée par des instances de contrôle. Donc tout ça est devenu un jeu de dupes. Donc c'est une situation de malaise parfait en général. Et si vous acceptez le produit, c'est des panneaux solaires ou je ne sais quoi, ça me semble très rare les personnes qui acceptent le produit final, quoi. Donc cette situation-là, ce qui m'intéressait, c'était de ne plus l'étudier comme quelque chose qui fonctionne, mais qu'on porte comme un fardeau, mais de voir que rien ne fonctionne là-dedans, qu'il n'y a que des essoufflements, du malaise, etc. Et je me suis dit, mais pourquoi ça fonctionne comme ça, au fond? Enfin, c'est ambitieux comme question, mais en tout cas, quelle est l'efficacité de ce type de situation? Et je pense profondément que l'efficacité de ce type de situation, c'est de rendre la personne, les deux interlocuteurs, aussi mal à l'aise l'un que l'autre. Vous parlez ça c'est dans une interview, vous parlez de renvoyer chacun à sa précarité. C'est ça, c'est-à-dire que vous avez une représentation de la précarité et du monde précaire. C'est pour ça que je le relie à la crise. La crise, elle n'a pas pu fonctionner. Alors elle a fonctionné évidemment avec, aujourd'hui on le sait, avec des dérives spéculatives. Attali l'explique très bien. Mais oui, ça aussi, oui. La crise est une fiction d'économiste. C'est quelque chose que je vous entends dire. C'est-à-dire que le langage d'économiste est une fiction, au sens où il n'y a pas de distinction entre le mot et la chose. Si vous dites il y a eu une avalanche de produits toxiques, de bulles spéculatives, non, une avalanche, c'est pas ça. Une avalanche, c'est de la neige qui dévale d'une montagne. Et des bulles, une bulle, c'est pas ça. C'est quelque chose c'est une bulle de savon. Et vous pouvez reprendre. Donc les catégories, dirait Wittgenstein, ne fonctionnent pas. Mais alors, en sociologie, Durkheim avait dit très tôt, d'accord, mais par contre, on vérifie nos catégories. Nos catégories, elles peuvent être fausses, mais il faut qu'en permanence, on soit vigilant sur nos catégories.
les économistes, s'il y a bien des gens pas vigilants sur leur catégorie, c'est bien les économistes quand même. Et donc, évidemment qu'il y a des effets catastrophiques de la crise. Il suffit d'aller en Espagne, de voir les... C'est même la vérification, la vigilance, c'est même l'inverse qui se produit, et ce sur quoi vous mettez le Bien doigt, sûr. et y compris dans Somaliland, c'est-à-dire la surproduction d'énoncés falsifiés. C'est ça. Bon, je parle toujours du langage finalement, et d'un langage qui n'est pas précis, et qui ne dit pas qu'il n'est pas précis. Et pour le coup, j'essaie de montrer que la crise, elle était déjà là dans nos façons de penser, dans nos façons de pratiquer le phoning. La précarité, on y était déjà habitué avec le phoning. Donc, il y a, si vous voulez, il y a plusieurs dimensions. Il y a une sorte de dressage qui était là avant même que la crise n'arrive, qui fait que nous étions totalement prêts, finalement, à accepter cette injonction d'urgence, cette fiction, cette totalité fictive qu'est la crise économique. Alors, fictive, entendons-nous, à nouveau, le langage qu'il exprime est un langage fictif. Et pour le coup, il y a donc un lien entre l'échelle psychique, individuelle, familiale, même notre vie intime, une porosité, si vous voulez, entre cette vie intime et puis la crise économique. Elle était déjà là et nous étions déjà dressés et préparés à ça. Et c'est ce qui est extrêmement angoissant, sauf si on décide de s'en extraire et si on décide de se désenvoûter du langage. Ce que disait Wittgenstein, le langage, la philosophie, selon lui, était frappée d'une maladie du langage. C'est une pathologie du langage. L'économie est une maladie du langage. On peut accepter de se désenvoûter. Alors, ce n'est pas simple, puisque, bien évidemment, il y a des liens entre le pouvoir et le langage de l'économie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus personne ne peut arriver à parler de la crise si on n'a pas les mots-clés en PowerPoint pour parler de la crise. Mais l'expérience qu'on peut en avoir peut être assez diverse. Un bushman du Kalahari n'a pas la même approche. Aujourd'hui, un chômeur de longue date n'a pas la même approche. Un PDG n'a pas la... Bon, si on essaie de travailler à l'échelle 1 du langage, et plus avec ce métalangage qui est une fiction, je pense qu'on peut se désenvoûter, justement. Il y a de l'espoir dans tout ça. C'est-à-dire, ah oui, non, mais la fin est très, non, mais très je le demande très, très sincèrement et très... Lorsque les mots seront clairement prononcés, le temps sera venu de plus faire d'illusions. Alors, évidemment, c'est ambivalent. Parce que vous l'évoquiez dans le rapport justement au quartier, où vous voyez des choses, au quartier d'habitation où vous êtes, vous voyez des choses émerger quand même. C'est-à-dire que c'est pas, voilà, il y a des interstices et de la lumière. C'est-à-dire que je me dis, il y a des interstices. Je ne sais pas s'il y a de la lumière. Il y a des interstices. Simplement, tout est épistémologie, si vous voulez. Il faut quand même arriver à concevoir que on puisse à un moment donné étudier la vie humaine à l'échelle 1. Et plus avec des postures surplombantes de je ne sais quelle ville-monde, de je ne sais quelle métacatégorie qui va être utilisée et qui va devenir performative. C'est-à-dire qu'elle fait exister la ville. Quand je me balade dans Bordeaux, je suis dans la ville intelligente, dans la ville créative, dans la ville-monde, dans cette novlangue des urbanistes qui m'empêche d'avoir des rapports à une négativité à la ville, qui m'empêche de faire l'expérience de la ville, une expérience d'altérité réelle. Donc. Et le désenvoûtement, à mon sens, il est à ce niveau. Arriver à repenser, et pour le coup, dans la ville, je pense qu'il y aurait une enquête très intéressante à faire sur l'espèce de malaise du marcheur dans la ville aujourd'hui. Si vous avez ne serait-ce qu'un peu de conscience politique ou de conscience sociale, où est l'histoire ? Où sont les conflits dans la ville ? Alors, les conflits sont en périphérie. Ou alors ils vont être générés. À Bordeaux, c'est le mur d'eau qui va drainer les banlieusards. Mais tout ça est très sous contrôle, tous ces vidéosurveillance, etc. Bon. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on a fait ces villes-là où ce langage-là ne convient à personne, finalement. C'est-à-dire qu'à part les élus qui sont friands de ce genre de discours, mais pour les résidents, alors je sais pas, Bruce Bégou, il a une image assez drôle. Dans son dernier livre, là, il parle du Bordelais moyen. Moi, j'aime pas l'étiquette bobo, mais enfin bon, avec c'est l'anti-Oedipe et la tarte au citron, un truc comme ça, sous le bras. Et je trouve, c'est assez caricatural, mais je veux dire, le processus d'acceptation de la ville, c'est un processus d'acceptation du langage de la ville. Et c'est pour ça que tout est langage dans une certaine mesure, et c'est pour ça que ma démarche, elle est sur le langage, mais sur l'ordinaire. C'est-à-dire l'ordinaire, c'est le langage qui peut vaciller, qui peut s'effondrer, et le sens peut émerger de ce langage-là. Après, et c'est très difficile dans le climat d'urgence actuel, mais arriver à retrouver ces états de malaise, comme Yacine dans ce quartier, comme certains périphériques.
ces anomalies-là ne sont pas des scories ou des choses à négliger. Elles sont, à mon sens, la base du sens, d'abord du sens, et ensuite une sorte de créativité. Enfin, je l'oriente un peu dans ces deux directions. Vous évoquez les élus, et avec les commanditaires de certaines enquêtes. Bon, le livre a souvent lieu longtemps après, donc est-ce que vous avez quand même des échos, des gens que vous auriez observés qui lisent les livres, ou bien pendant, puisque vous tentez de mettre en place des situations d'effritement dans la communication, est-ce que parfois la carapace s'ouvre un peu? Est-ce que vous avez non, pour une raison très simple, c'est que les sciences humaines et sciences sociales étaient réduites à peu de choses dans ce type d'expertise. On va parler du facteur humain. Le facteur humain qui est une catégorie qui permet donc de recouvrir des sens extrêmement divers. C'est-à-dire, c'est quoi le facteur humain? C'est l'ouvrier dans son usine. On dit opérateur maintenant. Bon. Donc il y a toute une nouvelle langue qui a fleuri. Facteur humain, opérateur, l'associatif. C'est l'associatif qui peut être menaçant. Et puis c'est les sciences humaines aussi. On dit oui, ça c'est le facteur humain. Après, on va faire les ingénieurs sécurité font des modélisations d'une représentation du danger. Et dans la représentation qu'on a de cette représentation du danger, le facteur humain, pour le coup, apparaît comme quelque chose de menaçant, mais de menaçant pour qui? Pour la science elle-même, pour cette pseudo-scientificité. C'est-à-dire que cette modélisation du danger, évidemment, on a des gens, et j'en connais, qui étaient très sérieux, qui ont travaillé de façon très sérieuse, mais eux-mêmes étaient prêts à entendre le fait qu'il fallait coupler avec les sciences humaines. On ne peut pas aller sur ces terrains-là sans coupler avec les sciences humaines. Sinon, c'est quand même, ça ne fonctionne pas. On ne sait pas ce que pensent les gens, on ne sait pas. Dans le Médoc, le projet du port méthanier dans le Médoc, les Médocains venaient avec le fusil, parce évidemment, ils ne voulaient pas du port méthanier. Mais là, ça marche, si vous voulez, cette espèce de fausse concertation, mais pas dans le Médoc. Bon. Et j'avais suivi ça et c'était intéressant de voir que pour le coup il y avait de la négativité, pour le coup il y avait de la réaction et pour le coup la voix des personnes était entendue. Le grand-père, le père et le fils, tous avec le fusil. Bon ben ça, c'est pas la même histoire, quoi. Et pour le coup j'y ai vu de façon assez mesquine une sorte de... Pour une fois, oui, il pouvait la ramener, le peuple pouvait s'exprimer dans ces instances-là. C'est intéressant de voir l'inefficacité totale du PowerPoint sur les Médocains. Ça, c'est grâce soit rendue aux Médocains mais parce qu'ils avaient parce que simplement l'enfumage, ils savent ce que c'est. C'est-à-dire que ils savent faire la distinction entre concertation et propagande. Donc leur méfiance, elle était pour le coup vis-à-vis du langage. Ils l'ont exprimé d'une façon ou d'une autre. Mais ce que je veux dire, c'est que du conflit émerge la concertation. Évidemment, ils sont venus avec le fusil, mais les autres sont venus avec le PowerPoint et avaient déjà décidé de l'ouverture du début des travaux. Donc c'est la moindre des choses de venir avec un fusil. On ne peut pas parler d'égal à égal. Le projet ITER, troisième génération, la concertation qui a été produite après ce projet-là, qui est le projet réacteur troisième génération, les travaux étaient déjà engagés, tout était déjà signé, donc c'est plus de la concertation à ce stade-là, c'est de l'information à la limite. Donc il n'y a plus cette négativité. Et la réaction des Médocains, pour le coup, elle a recréé du conflit, et j'ai assisté à ces situations conflictuelles. Les fusils étaient là, mais c'était de l'intimidation, c'est-à-dire qu'après on s'est mis vraiment à parler des choses. Et pour le coup, les ingénieurs, c'est des Hollandais venus, ne s'attendaient pas du tout à ça, mais pour le coup, il y a eu un échange qui n'était plus avec ces prismes scientistes du PowerPoint, du discours langue de bois habituel. Pour le coup, donc il faut du conflit, il faut de la négativité, mais il faut l'accepter, ça. Et c'est ce que cette société a du mal à accepter, c'est-à-dire qu'on considère que l'ordre social doit se faire en lissant. Mais on peut prendre le problème à l'inverse, c'est-à-dire que c'est du conflit, c'est du sens né du conflit que peut se reproduire, je ne sais pas si on peut parler d'un ordre, mais en tout cas une régulation. Ce serait intéressant de voir les choses comme ça, je pense. Et je prends un peu d'eau. oui. C'est PowerPoint, c'est une image qui m'a sauté aux yeux cet après-midi, alors que j'avais déjà lu le livre plusieurs fois, je n'avais pas fait attention. Il y a des images dans Somaliland, des PowerPoint projetés, et en fait, c'est pas qu'ils soient tagués, mais il y a comme des graffitis à certains endroits. Celui-ci, la phrase « Je suis seul ». Ça, ce ne sont pas des PowerPoint, comme ce sont des les enfants. Cartes. Oui, sur les cartes du premier expert. Il y a la place Carlo Ginzburg qui m'a semblé être un clin d'œil aussi, puisque vous citez Ginzburg
à plusieurs endroits. C'est pour anonymiser que j'ai fait ça. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas qu'on puisse reconnaître, y compris le lieu, en fait. D'accord. Donc, Ah, c'est encore le mouvement inverse, du coup. Je me demandais, est-ce que c'est pour en signer quelque anthropologie, chose? on est obligé d'anonymiser les travaux. Et donc, Carlo Ginzburg, que vous citez là, mais que vous citez à plusieurs endroits, avec l'exemple de Menocchio, dont vous pourriez nous dire un mot, parce qu'il est important, il ouvre et il c'est un ferme meunier du XVIe siècle, le livre. dans le Frioul italien. Et Carlo Ginzburg relate les procès qui ont eu lieu avec l'Église, donc l'Inquisition. Et Ginzburg travaille qui est un micro-historien italien, travaille sur les traces, les archives de ce procès. C'est vraiment fascinant, ce livre s'appelle « Le fromage et les vers ». Un livre extrêmement stimulant qui m'a beaucoup apporté à titre personnel. Et donc je le cite parce que Yacine, comme Menocchio, comme ce meunier, il y a un mystère chez ce meunier, c'est il est illettré au départ, hein. Alors il a appris à lire, il a appris et il a structuré. Alors il sait lire au XVIe, c'est un miracle, hein, puisqu'il est meunier, donc c'est la classe sociale vraiment basse. Il sait lire et il a structuré tous ses arguments pour réinventer une cosmogonie, c'est-à-dire une représentation de l'univers qu'il va opposer à celle des inquisiteurs. Il va dire non, c'est pas du tout comme ça. En fait, les anges sont apparus de cette façon-là, et donc évidemment, il va être brûlé parce qu'à l'époque, c'est un contre-pouvoir terrible par rapport à l'Église. Mais ces archives subsistent, et on découvre dans ces archives que Menocchio a structuré ses arguments à la façon d'un scientifique, en fait. Et c'est ce qui est intéressant dans l'approche de Ginzburg. Et Yacine, lui aussi, a structuré ses arguments. Ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas spécialiste peut, rien ne l'empêche, de se constituer un argumentaire, de faire des 3 parties, enfin de faire des tableaux. Yacine faisait des tableaux, par exemple, où il me montrait l'impact sur le physique de son ex-ami et l'impact sur son psychisme. Il avait fait des catégories distinctes. Et à un moment donné, je me dis que l'intention scientifique, elle est à peu près identique, elle est à peu près identique à celle des ingénieurs sécurité, qui aussi utilisent ce langage-là, par ailleurs, pour modéliser, parce que c'est le terme employé, des secteurs et des sites Céveso extrêmement difficiles et extrêmement sophistiqués. C'est-à-dire que c'était souvent des modélisations à minima, et puis surtout défaillantes, assez fallacieuses. On s'arrangeait avec le rôle. Donc finalement, où est la science là ? C'est la question qu'on peut poser. Bien évidemment, si on dit où est le pouvoir, alors là la question elle est assez évidente, et la science est liée au pouvoir, mais où est l'intention scientifique ? C'est des questions que j'essaie de poser. Une sorte de formation citoyenne, si vous voulez, mais qui ne serait pas instillée par les ingénieurs sécurité de l'industrie voisine, parce que là, on n'est pas on est jugé parti, mais par le citoyen lui-même, où sa voix pourrait être entendue, où sa voix, VOX, c'est-à-dire son expérience, l'expérience qu'il fait du danger, du risque. Évidemment que c'est en partie grandement faux. Sauf que lorsque vous ne pouvez pas montrer que c'est faux, cette voix mérite d'être entendue. La voix, ça me fait penser à celui-ci, qui subjectivement et personnellement m'a beaucoup bouleversé. Donc c'est pour ça que je me demandais à quel moment j'allais donc je profite de la voix. Non, mais parce qu'il y a cette expérience que je vais vous demander de nous raconter, hein, le dispositif de celui-là, quelle est votre posture, mais tout me semble, dans mon souvenir de lecteur, déclenché par une voix atone d'une des adolescentes, puisque vous êtes en position d'enquêteur dans un foyer avec des ados, mais pour observer les ados au sein du dispositif, mais pour observer aussi les soignants ou éducateurs qui les entourent. Et il y a une de ces jeunes femmes qui a un problème pour vous de timbre de voix. Elle n'a pas, elle, dans sa vie, un problème de timbre de voix. La colère, ça c'est une chose, mais son timbre de voix vous provoque une crise ou quelque chose qui vous arrête dans la position d'observer. Et il me semble fondamental, c'est votre 2e livre, hein, chez Alia, il est sorti 2 ans après Anthropologie. On en a moins parlé, ce qui arrive souvent
dans la littérature française. Et il me semble très important pour ça, parce que vous signifiez du dispositif que vous mettez en place, du recours à la littérature aussi, parce que ce qui se passe après coup, dans la voiture, au retour, est fondamental et important. Et il m'a semblé très profondément littéraire, ce moment-là. Oui. Alors, Donc ce livre s'appelle « Si l'enfant ne réagit pas », je ne l'ai pas cité. qui est une phrase de Wittgenstein au départ. Si l'enfant, parce que Wittgenstein avait été éducateur aussi, il avait observé, si l'enfant ne réagit pas, il est mis à l'écart et tenu pour fou. Donc s'il ne réagit pas à un ensemble de stimuli auxquels on le somme d'obéir. Bon, c'était une enquête dans un institut de placement familial, effectivement, où c'était 2002, donc c'était les lois sur l'action sociale, sur la refonte de l'action sociale, où l'État devait accorder les budgets avec les moyens, on va dire. Et donc j'ai participé de cette expérience avec ce qui est important de le rappeler. Mon employeur formait des travailleurs sociaux, mais était aussi psychanalyste. Et le livre est très axé sur l'introspection. C'est-à-dire que cette jeune fille, que je renomme Joy dans le livre, était extrêmement violente. Donc des enfants, des adolescents, elle avait 17 ans, 16-17 ans. Donc tous les adolescents étaient retirés de leur famille sur décision judiciaire. Donc des histoires très lourdes, de viol, de toxicomanie des parents. Elle avait un problème. Son père avait monté une secte, donc il lui faisait prendre de la drogue, il l'a violée. Enfin un truc très lourd. Donc ça, j'ai su ça parce que les éducateurs n'auraient pas dû en parler, je pense d'ailleurs, mais bon, je l'ai su. Et donc, elle était extrêmement violente, on le saurait à moins. Elle ne parlait quasiment pas, elle hurlait tout le temps. Déjà, elle hurlait. Pour réclamer des cigarettes. Pour réclamer des cigarettes. Elle fumait, il n'y a que la cigarette qui arrivait à la calmer un peu. Et puis, elle était évidemment instable, c'est un euphémisme, c'est-à-dire qu'elle avait un rapport physique en permanence. Sauf que quand elle hurlait ou quand elle parlait, les rares fois où elle parlait, elle avait une voix totalement, pas atone, mais désaffectée. Ça, c'est les orthophonistes qui ont de langage intéressant pour qualifier le langage. Une voix désaffectée, sans émotion. Il n'y avait rien qui transparaissait dans sa voix. On a ça dans les... Benjamin parle de ça sur les soldats qui reviennent du front, ce mutisme, ce silence, après un traumatisme, quoi. Bon, ce qui peut sembler... je ne suis pas psychologue, et peut-être que je me trompe, mais cette désaffectation de la voix peut s'expliquer de cette façon-là. Et j'ai été obligé d'arrêter mon expertise, c'était une sorte de recherche-action d'expertise, parce que cette voix me paralysait et me ramenait à ma propre histoire. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que cette jeune fille, moi, dans ma famille, où la violence était inexistante, où le secret même assez inexistant, où il n'y a pas de brutalité, il n'y a pas tous ces éléments-là, elle aurait pu me sembler extrêmement indifférente. Mais au contraire, elle me semblait extrêmement proche, parce qu'elle me ramenait à ma propre histoire. Et en l'occurrence, à la maladie d'une personne de ma famille. Et par le biais de et aux méthodes que j'avais mises en place pour ne pas voir la maladie de cette personne. Alors ça peut sembler comme ça, un peu, les cadavres sortent du placard. Mais pour autant, c'est quelque chose qui arrive sur une enquête, qui peut arriver assez souvent dans une situation d'observer la souffrance humaine, on va dire. Hein. C'est-à-dire que rien n'est simple. Et si arriver en mercenaire, c'est extrêmement difficile. Je pense que ça n'existe même pas. Bon, ça peut exister, mais alors c'est inhumain pour le coup. C'est-à-dire qu'on est fondamentalement affecté. Il y a une foule de choses qui arrivent et qui ne devraient pas arriver, de la commisération évidemment, de la culpabilité. Bon. Mais ces choses-là sont généralement, il faut le mentionner, moi je pense que c'est important parce que ça réhumanise l'enquête. Mais par contre, il y a de façon encore plus dramaturgique que ça, des anomalies authentiques. Et pour moi, c'était une anomalie, cette voix, au sens où à la fois ça me bouleversait, ça me terrifiait, et puis surtout, je ne pouvais plus enquêter. Je ne pouvais plus, j'étais obligé de faire vraiment un break dans l'enquête pour régler ce que j'avais à régler. Je suis moyennement parvenu, mais en tout cas, il fallait que j'arrête. C'est-à-dire que la charge était dramatique et affective était trop forte. Et donc, l'enseignement, je ne sais pas si on peut parler d'enseignement, mais c'est que l'observation de la souffrance humaine nous ramène à notre propre histoire, que ne pas mentionner sa propre histoire dans ce cas de figure, d'une façon ou d'une autre, hein, c'est à mon sens une forme pour le coup, c'est pas scientifique, je pense. En tout cas, c'est pas rigoureux. Il faut le mentionner. Et y compris dans l'expertise finale où j'ai expliqué, en choisissant mes mots, mais en expliquant le choc que j'avais pu avoir. Et c'était assez efficace.
c'est pas ce que je souhaitais, mais c'était assez efficace parce que ces éducateurs, pour la plupart, étaient assez âgés, en avaient marre des réunions et des experts. Pour le coup, cette réhumanisation de l'enquête a attiré leur attention, a retenu leur attention. Donc ça me semble extrêmement important. Il y a une forme d'initiation pour moi là-dedans. Et je pense qu'on ne peut pas observer sans ce retour sur soi et et encore une fois, c'est l'anomalie qui fait sens. C'est cet ordinaire, l'ordinaire de l'enquête qui n'est pas le quotidien, qui n'est pas le banal justement, mais qui tout d'un coup s'effondre et se met à faire du sens. C'est plus ou moins violent, mais on ne peut pas faire l'impasse et l'économie, à mon sens, de ça. Et évidemment, après, ça devient littéraire. Mais quand vous dites littéraire, je dirais plutôt impressionniste. C'est-à-dire que j'ai essayé de façon un peu frénétique de retrouver les éléments, les fragments de ma vie personnelle que je pouvais relier à cette voix et à ce que me disait cette... Mais la reconstitution du souvenir est très onirique. Enfin, Voilà. Ça donne une scène, j'ai dit littéraire, ça aurait pu être cinématographique. Enfin, mais- on est dans le domaine de la représentation artistique à cet endroit-là, ça, alors qu'on touche à du très sensible. Ouais. Mais moi, ce que vous dites sur littéraire ne me choque pas, parce que c'est une catégorie qui peut fonctionner, mais sauf que c'est avant tout impressionniste. Finalement, c'est des fragments épars, une poétique. Bon, mais après tout, on a une poétique, y compris chez des auteurs de sciences humaines, qui a une façon d'écrire, de sciences sociales, qui a une façon d'écrire. Donc, simplement, c'était une nécessité. Et le livre, alors pour le coup, sur les sciences humaines, sur les gens des sciences du danger, n'ont pas relevé Sommaland, sauf des associatifs qui étaient intéressés. Bon, des associations de riverains notamment ou d'écologistes. Bon. Mais sur si l'enfant ne réagit pas, là pour le coup, par la suite j'ai monté des projets de recherche avec des gens des sciences de l'éducation, des chercheurs en sciences de l'éducation et en psycho notamment, sur ces questions de réflexivité par rapport à la recherche. Donc là il y a des ponts qui se font après. Et ce serait difficile de le résumer comme ça parce qu'effectivement, il y a toute une théorie qui se fonde dans cet essai, Anthropologie de l'ordinaire, qui donc se réfère aux expériences qui sont relatées dans les livres et au livre même, enfin, à l'expérience et à la façon dont vous la traitez dans le livre. Mais il y a vous allez me corriger, c'est fait pour. Il y a un mouvement presque triangulaire, c'est-à-dire ce serait revenir, enfin, essayer de s'interroger soi pour sortir d'une neutralité affectée, enfin factice, pour peut-être gommer quelque chose alors ce que vous appelez des interlocutions, d'un effacement de l'interlocuteur et de sa fonction sociale dans le travail anthropologique ordinaire. Enfin, je m'excuse si je le... Voilà. Oui, ce que j'appelle c'est la désinterlocution, c'est-à-dire le fait dans le texte final de ne pas rendre compte de la voix de ceux qu'on observe ou du propos de ceux qu'on observe. Alors évidemment, avec des exemples très précis. Oui, chez Lévi-Strauss, même chez Malinowski, qui était vraiment un grand ethnographe, un grand anthropologue, Lévi-Strauss aussi d'ailleurs. Mais simplement, si on étudie leurs textes, les mots, Malinowski avait travaillé sur les Trobriandais dans un archipel de Mélanésie, et les mots en mélanésien sont uniquement des catégories de l'anthropologue. La kula, par exemple, qui est une cérémonie de coquillage, une cérémonie rituelle des Trobriandais. Et c'est intéressant de voir que la voix des Trobriandais n'existe que par les catégories de l'anthropologue. Donc, alors, après, je remets en contexte, c'est-à-dire que Malinowski était à l'époque dans l'obligation de créer, de donner une dimension scientifique à sa démarche. Donc, il n'était pas dans cette préoccupation de donner voix aux indigènes. Et puis, on était en pleine colonisation. Par contre, aujourd'hui, c'est des questions qu'on peut légitimement se poser. Comment est-ce que je donne voix à ceux que j'observe? Comment est-ce que je restitue leurs propos, simplement? Retour de la politique et de la conscience de classe dans complètement, pratique. Bien sûr, évidemment. Mais ça apparaît dans le langage à nouveau. Et c'est des questions de classe sociale qui vont se poser. Là, je travaille en Seine-Saint-Denis actuellement avec des adolescents et là, maintenant avec des parents en difficulté. Les questions de classe sociale, elles se posent dans une démarche réflexive. Donc c'est intéressant de les interroger. Mais pour le coup, ce qui m'intéresse, c'est d'arriver à produire des textes où je ne les présente pas comme des êtres mutiques, mais comme des êtres, comme des interlocuteurs. C'est un compte-rendu d'enquête. Si je suis hyper scrupuleux et hyper sérieux sur mon enquête, le compte-rendu de l'enquête fait que je vais mentionner obligatoirement qu'ils sont des interlocuteurs. Avant d'être des jeunes de Seine-Saint-Denis, ce sont des interlocuteurs. Donc il faut que j'arrive à rendre compte de ça d'une façon ou d'une autre. Parce que sinon, à mon sens, c'est pas sérieux. C'est-à-dire qu'on passe à côté et on crée de la catégorie et du stéréotype. Et sur ces jeunes-là, évidemment, il y a énormément de stéréotypes. Il n'y a que des stéréotypes.
peut-être avez-vous des questions, parce qu'on s'entretient depuis 1 heure, j'ai pas regardé à la minute, mais oui, 1 bonne heure et quart. Peut-être avez-vous des questions à poser dans la salle? Oui? Il y en a une? Oui. C'est pas simple du tout. Hein, mais, après, avec qui on... Mon problème, l'histoire de ma vie aussi, c'est l'histoire du monde académique et d'y être ou de ne pas y être. Hein. Et bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a une efficacité de ces petits livres avec des associatifs, avec des citoyens, après tout, spécialistes ou non, dans le monde académique. Encore une fois, je dis, celui-là, par exemple, a permis d'enclencher des enfin, je ne veux pas stigmatiser le monde de la recherche. Je travaille avec Françoise Hatchuel, une chercheuse de Paris 10, qui est extrêmement ouverte et on s'entend très bien. Et elle, c'est ce qui l'a séduite, la dimension littéraire, et ce qui lui a semblé intéressante, justement. Après, aujourd'hui, le livre lui-même n'est pas un critère d'éligibilité dans le monde académique. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit des articles à comité de lecture. Si vous n'avez pas 10 articles à comité de lecture avec les points qui vont avec, et puis je donne des cours à l'école des hautes études, est elle-même notée par une agence de notation. Donc, on nous aurait dit ça il y a 10 ans, je pense qu'on aurait rigolé. C'est la réalité aujourd'hui. Donc, avec ces petits livres, bien évidemment, je dis petits au sens ils sont littéraires, c'est évident, il y a une dimension littéraire. J'ai beaucoup de mal à. Enfin, c'est pas éligible, c'est même pas que j'ai du mal, c'est que c'est pas éligible. Oui et non. Alors, vous parlez du monde académique ou ou des observés. J'aime pas les mots observés. Des interlocuteurs. Mais je vous donne un exemple très simple. En Seine-Saint-Denis, donc avec ces jeunes, avec des adolescents déscolarisés, des adolescents vraiment de grandes difficultés scolaires, enfin, des problèmes de lecture, puisqu'avec des décrochages, ils arrivent à 18 ans en ayant décroché sur 5-6 ans, donc tout le collège est passé à l'as. Bon, ils arrivent avec, quand même, c'est pas simple quoi, de les sensibiliser au texte surtout. Et on arrive dans des ateliers, je dis on parce que je travaille avec une plasticienne, à créer à faire du texte. Je suis en observation participante avec eux, je prends des notes et je les amène à réagir au texte. Alors ils peuvent réagir par le texte avec leurs mots à eux. Il faut que moi mon texte soit calibré d'une certaine façon quand même. Il faut que ce soit exigeant sans être abscon, ou sans être, pas abscon, mais sans être, il faut que ce soit exigeant sans qu'il y ait un effet de... Il faut garder certaines références. Le texte peut être intimidant, c'est pas très grave. Par contre, la réaction, elle vient. Ça, je vous garantis que si vous restez suffisamment avec eux, il y a quelque chose qui se produit où ils vont être amenés à réagir au texte. Alors évidemment, tout ça, ça s'étudie en tant que tel, c'est-à-dire qu'il y a ce phénomène de conscience verbale, notamment au sens où ils vont écrire ou dire des choses qu'ils estiment devoir être entendues, pour des raisons d'autorité ou autres. Mais par moment, ils donnent vraiment leur point de vue sur les quartiers, par exemple. Et là, ça part. Alors ça peut être par des formats son, un format sonore, je veux dire. Ça peut être par du dessin. Il faut trouver donc des biais quand l'écriture n'est vraiment pas possible. Mais pour autant, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Et puis là, vous vous rendez compte d'un quotidien qui n'est pas du tout celui, évidemment, des stéréotypés sur les quartiers. Et puis vous rencontrez pour le coup des interlocuteurs, c'est-à-dire quelqu'un qui vit en banlieue, qui s'appelle Saïd, qui écoute Jacques Dutronc, quoi. Il n'écoute pas Booba ou les derniers trucs stéréotypés sur le rap. Il a sa vie à lui. Et ce qui est intéressant, c'est de le faire apparaître avec ses singularités. Alors, c'est un travail de longue haleine. Effectivement, il faut des moyens. Et alors, l'institution qui m'accueille a des moyens, justement.
c'est assez intéressant, parce que sans moyens, c'est très difficile. Mais là, c'était donc 2 résidences que nous avons fait, et c'est extrêmement fructueux. Hein. Et le retour sur votre écriture, ça se fait, ça sédimente longtemps ou déjà vous êtes, la situation réellement vécue vous questionne sur un projet de texte Ça sédimente beaucoup, ouais. Ça sédimente beaucoup. Mais bon, celui-là, c'est 5 ans, Somaliland, enfin 5 ans de réécriture pour arriver à tout. Après, évidemment, il y avait une dimension théâtrale, mais que je n'avais pas vue tout de suite. Et puis, je suis allé voir du côté du théâtre, des didascalies, il y avait des choses, évidemment, qui pouvaient servir des conventions existantes qu'on pouvait déplacer légèrement et ou jouer sur la police aussi des mots. C'est des choses qui apparaissent avec le temps. Moi, j'ai vraiment besoin que le texte sédimente. Contre Télérama, c'est arrivé assez vite en lisant un texte de Thomas Bernhard qui s'appelle L'Imitateur. C'est pas un plagiat, mais c'est un roman que j'aime beaucoup. Et lui utilise un nous qui est un nous assez étrange. On ne sait pas qui est le narrateur. C'est un nous flottant. Et ce nous m'est toujours apparu comme un nous flottant. Et il y a un effet très intéressant dans ce nous flottant. Et bon, Thomas Bernhard, Dieu sait ce que je l'admire, alors je ne pourrais pas me comparer, mais simplement, surtout je n'arrive pas à la cheville, mais simplement, je pense que c'est pas intentionnel. Enfin, que l'usage qui fait du nous, j'en ai fait un autre en fait, c'est ça que je veux dire. Mais ça m'a donné une idée pour faire un usage du nous qui du coup, en sciences humaines, le nous c'est le nous royal. Nous pouvons dire que donc nous sommes arrivés aux conclusions évidentes que. Mais ce nous, c'est aussi le nous de celui qui marche dans la zone périurbaine avec sa compagne. Je l'utilise comme ça à un moment. Ça peut être un nous aussi d'une bande d'amis. Il y a le nous à l'intérieur de la famille où là j'ai eu l'impression, voilà, peut-être c'est une impression, j'ai eu l'impression qu'il y avait même un nous au passé simple qui était réservé au cadre familial comme pour ajouter de la distance à cet endroit-là. Il y a plusieurs régimes de nous. Et puis à la fin, le nous, c'est un nous qui est un peu la cause des périurbains, si vous voulez. Donc c'est intéressant de jouer de ces modalités du nous. Et bien évidemment qu'on est dans une inscription poétique pour le coup. Mais le sens apparaît de cette façon-là aussi. Par tiens, qui est ce nous? Et c'est là que ça me semble intéressant. Parce que moi, oui, inscription poétique, moi la fin de Somaliland, vraiment la toute fin, c'est une espèce de... C'est très difficile, je ne vais pas forcément vous demander de le lire parce qu'il est assez compliqué, parce que là il y a un jeu sur les polices. C'est un rapport en... Ouais, c'est difficile à lire à haute voix où ça tiendrait de la performance et on est dans le registre du poétique, c'est-à-dire que moi j'ai pensé à des travaux d'auteurs comme Patrick Bouvet, Espitalier, des gens qui travaillent avec le fragment, avec quasiment le détritus de slogan et pour construire un autre chant. Donc là on est vraiment dans une reformulation poétique aussi, clairement. Oui, et en même temps, certaines revues de sciences humaines sont parfois empreintes vraiment une poétique tout à fait évidente. L'art du graphique, l'art de l'usage statistique, de statistiques par exemple. Je ne dirais pas que c'est une poétique, mais il me semble qu'il y a quand même une possibilité. En tout cas, la poésie contemporaine, j'ai cité 2 noms, mais il y en a d'autres. Hein. Ce qui est produit chez Aldante et tout ça. Je ne m'inscris pas dans la méthodologie de cette poétique-là. Par contre, je m'inscris dans les sciences sociales et les sciences humaines et je vois comment on peut faire bouger ces conventions. Et comment une simple situation... Si je veux, dans un traité sur le PowerPoint, je suis bien obligé à un moment donné de mentionner la police, de mentionner police 10 ou police 20 avec le nom de la police. Simplement ce procédé, comme il est omniprésent dans les réunions des ingénieurs sécurité, il va finir par vampiriser la page. Et c'est là que ça devient intéressant au sens où, où j'essaie de faire bouger ces conventions, de les amener vers une forme que vous trouvez poétique. Et puis j'accepte le terme, bien évidemment, mais c'est pas seulement ça, je veux dire. C'est-à-dire que c'est aussi retrouver un contexte. Et ce contexte-là, c'est très difficile. Les phrases que nous sommes en train d'échanger avec une conversation à 4 ou 5, c'est encore plus difficile si on doit rendre compte de tous les indices intonatifs. C'est extrêmement difficile. Et donc, ça nécessiterait d'inventer des nouvelles conventions. Et donc, on serait à nouveau qualifié de littéraire, mais c'est pas... Mon seul but, c'est celui-là. Et donc, ma question sous la sédimentation, c'était vous travaillez, enfin peut-être que vous allez dire je ne dis rien, vous travaillez sur quel texte à publier, enfin voilà, quel thème produit le prochain texte qui ferait le prochain livre chez Alia?
Je sais pas, parce qu'il faut que l'éditeur est très exigeant, vous savez. Hein, oui, il y a quelque chose sur la ville, effectivement. Une scène entrevue dans une ville européenne. Je m'intéresse beaucoup aux hipsters, c'est-à-dire aux jeunes gens très branchés et à leur façon au mode de représentation qu'ils peuvent avoir dans un bar. Et donc musique lounge, mais assez forte. Et puis donc hipster, alors faut spécifier un peu, mais des jeunes gens habillés, vous voyez, avec des faux t-shirts de Rihanna mais vintage. Bon. Et puis tout d'un coup, donc là j'observe ces situations-là, et puis tout d'un coup, deux types alors bar assez bon standing, hein, deux types en tenue paramilitaire qui arrivent et qui font le salut hitlérien au milieu de la salle. Évidemment, c'est assez troublant et choquant. Pour autant, autour, personne n'a véritablement bronché. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'apathie générale. Je pense que l'hypothèse, c'est que personne ne les a vraiment vus, finalement. Et c'est l'hypercentre, ça. C'est l'hypercentre avec ces bars-là qui ne sont plus des bars au sens où on pouvait l'entendre, où on pouvait parler, puisque le problème même de ce bar, c'est que personne ne s'entend à cause d'une musique qui n'est pas... C'est pas du hardcore, du métal. C'est simplement du lounge qui vous empêche de communiquer avec votre voisin. Un peu comme quand vous êtes chez H&M et que vous achetez vos habits, vous êtes conditionné pour acheter des habits. Là, vous êtes conditionné pour être dans le bar et consommer de façon très stéréotypique. Et du coup, la réaction de ces deux néo-nazis m'a semblé à la fois violente, évidemment, et intéressante à étudier. J'ai pas envie de dire que c'est immoral ou c'est scandaleux. Ça peut être scandaleux, mais pour autant, d'où viennent ces deux-là? Est-ce que c'est d'une périphérie éloignée? Probablement d'une périphérie. Qu'est-ce qu'ils refusent dans ce bar et qui leur semble scandaleux? Bon, c'est ces questions-là qui m'intéressent et je trouve qu'il y avait une base là de travail intéressante. Voilà. Merci. D'autres questions? Sinon, je vous proposerais bien. Oui.
D'abord, je ne parle pas de moi, c'est-à-dire que je parle à chaque fois d'une relation. Je pense qu'il y a de ça, c'est-à-dire que, effectivement, mais c'est pas nouveau. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Hein. Par contre, il ne s'agit plus de. Effectivement, il ne s'agit pas plutôt de proposer un échantillon représentatif et dire ça fonctionne comme ça, mais de voir dans quelle mesure les questionnements du chercheur lui-même peuvent recouper ceux des lecteurs, ou ceux des auditeurs d'ailleurs. Ça peut fonctionner sur une recherche-action, par exemple. J'en suis à me dire que l'anthropologie, je lis beaucoup de choses en anthropologie, si vous voulez, où on a l'ethnie, la culture, on a des boîtes noires et des catégories qui mériteraient 100 fois d'être interrogées, alignées dans la même phrase. Ce qui me semble intéressant, c'est d'une part de produire du savoir en interrogeant ces catégories, ce que je fais dans ma démarche aussi, et puis surtout engager les bonnes questions. Au final, est-ce qu'on ne pourrait pas, à la façon de la philosophie, en anthropologie, produire un savoir qui serait questionnant et qui ne serait plus un savoir surplombant ou en niveau, je ne veux pas réduire, les travaux sont très divers, mais engagé à la Montaigne, si vous voulez. Montaigne, à un niveau, je ne me compare pas, mais qu'est-ce qu'il fait, Montaigne ? Il nous raconte une expérience où il est partie prenante et il engage le lecteur à se positionner par rapport à cette expérience, à en tirer une leçon sur la mort, un enseignement sur la mort, par exemple. Pourquoi est-ce que les sciences humaines ne produiraient pas ce type de savoir ? Après, effectivement, vous dites vous-même que vous êtes en quelque chose de subversif entre l'université et la recherche. Ça, je l'ai fréquemment rencontré, ça. Mais est-ce que le langage est différent ? Là, j'en suis pas persuadé. Les conventions sont les mêmes. Vous avez un langage partagé. Donc, moi, j'assume pleinement ma posture, si vous voulez. Elle est délicate, parce qu'effectivement, c'est pas simple. Rien n'est simple, après. Mais pour autant, je suis assez au clair avec ces convictions-là. Et j'ajoute que les auteurs, les démarches qui m'intéressent sont celles qui ne sont pas immédiatement identifiables. Ou qui ne sont pas immédiatement... alors évidemment, il y a des choses à jeter là-dedans, mais en général, si je reviens de façon un peu rétroactive, c'est quand c'est à la lisière, quand c'est transdisciplinaire, quand c'est justement quand c'est inventif, un peu créatif, et quand ça travaille sur les conventions pour de bonnes raisons. Il ne s'agit pas d'inventer une catégorie pour inventer une catégorie. Aujourd'hui, je pense que la catégorie de ville-monde, par exemple, de Saskia Sassen, elle est catastrophique, cette catégorie. Non, mais pour autant, elle est hégémonique et tous les usages se conforment à ce langage-là. Donc, alors l'exemple, parce que il me met un peu en colère, mais voilà le type même d'une science humaine qui ne pose aucune question, qui est là pour faire du diagnostic à l'échelle d'un avion. Elle ne descend jamais de l'avion, sauf elle écrit dans l'avion même. Donc, la posture surplombante, elle est physique même là. Pourquoi ne pas travailler sur l'expérience vécue ? Ce que je raconte dans ce foyer pour adolescents, attention, je ne dis pas c'est la vérité sur tous les adolescents, justement. Par contre, j'ai lu beaucoup de choses qui prétendaient à dire de telles choses et qui auraient mérité un peu plus de distance, de réflexivité. Alors, réflexivité, c'est un terme un peu fourre-tout. Simplement, comment est-ce que ces anomalies de l'enquête questionnent votre propre trajectoire de chercheur à un moment ou à un autre ? Ça peut ne pas la questionner. Il se trouve qu'en général, ça questionne. En général, quand même, ça questionne. Si on lit les carnets d'ethnographes de Malinowski, on se rend compte de l'envers du décor. On se rend compte qu'il est en permanence rongé par ces questionnements-là. Et comment est-ce qu'il passe de cette usine à angoisse au texte final qui est parfaitement scientifique ? Là, il y a quelque chose de trompeur, de fallacieux dans ce passage-là. Et évidemment, moi, je jette le trou, puisqu'il y a des textes littéraires publiés chez Alia en plus. Et j'ai fait quand même beaucoup d'articles qui ne jouent pas du tout. J'ai vraiment 2 textes, si vous voulez, à chaque fois. Et d'où la question. Moi, j'aimerais parvenir à un texte, idéalement. Mais pour répondre à des normes d'éligibilité, j'ai produit énormément d'articles comme comité de lecture où je sacrifie à certaines normes, pas à toutes. C'est-à-dire que je continue à dire « je ». Quand on dit aux étudiants « il faut dire « nous », non, ça me semble être une aberration. En tout cas, il faut questionner l'usage là, du « nous », par exemple. Vous voyez, si nous sommes arrivés au cœur de la forêt amazonienne, si tu es tout seul, si la personne est seule, elle ne met pas nous. Voilà. Il y a ça aussi, bien sûr. Le on. Oui, bien sûr.
Je l'ai cité parce qu'il n'y en a pas tant que ça, des livres qui assument pleinement ce côté je raconte mes déboires, en gros. Et j'essaie de tirer quelque chose de mes déboires. Il y a Fabrice Saada, il y en a quelques... Alors, il écrit des liens d'amitié quand même qui le lient avec les... Et qui le... Oui, oui. Mais il n'y a pas beaucoup de livres quand même qui travaillent. Il y a le livre des Ribon récemment, qui sont assez exemplaires là-dessus, sur le fait de revenir sur sa trajectoire. Et alors, je ne suis pas d'accord à 100%, c'est-à-dire que chez Ribon, qui est un bourdieusien, on va retrouver à la fois des moments où il explique son homosexualité à sa mère et en passant dans la ville une scène sublime où il entend tous les murmures de la ville qui commandent son homosexualité. Et après, il fait 10 pages très bourdieusiennes et très, pour le coup, en invoquant un déterminisme social. Donc, je fais une recension de son texte, alors c'est pour ça que j'en parle, mais il me semble qu'il y a un changement de rythme qui peut poser problème. Donc, c'est très difficile de parler, d'utiliser un jeu qui soit vraiment un jeu, faire un compte-rendu, en fait, fidèle de l'enquête. Ouais, mais alors là, pour moi, c'est catastrophique. C'est-à-dire que ce livre-là, c'est juste une somme d'intuition qu'il a eue sur sa mère, Mais oui, mais c'est pas un compte-rendu. Je reviens à cette idée, qui permet de dire que je ne parle pas de moi, finalement. C'est le compte-rendu précis d'une enquête. Et chez Hogarth, non, c'est une suite de fiction intuitive. Bon, oui, mais qui donne aussitôt lieu à un stéréotype, ou à une sorte d'image d'Épinal du quartier anglais. Évidemment, vous imaginez transférer ça en Seine-Saint-Denis, c'est très risqué, parce que vous n'allez laisser aucune place pour l'autre, pour des descriptions un peu alternatives. D'autres questions? Oui. Mais, je vais commencer par la fin. Benjamin, oui, c'est bien évidemment. À l'époque, je le connaissais mal, pour tout vous dire. 2005, je l'ai découvert avec ses travaux sur la ville. Par contre, Baudelaire, c'est une absolue évidence. Et je pensais aussi à Soupeau, Philippe Soupeau, les dernières nuits parisiennes. Puis à Breton en Adja, évidemment. Bon. Mais objectiver, je dirais que c'est un effet d'objectivation. Je sais pas c'est votre ressenti, après tout, je respecte. Mais simplement, dans mon intention, il n'y avait pas d'objectivation. Mais comme c'est une enquête en creux, puisqu'elle existe par ce qu'en disent les autres dans un premier temps, et ensuite elle disparaît purement et simplement,
elle existe en creux. Et elle continue à exister dans le discours des autres par la suite. D'où cet effet peut-être d'objectivation, qu'elle devient, mais c'est une entité silencieuse, une entité mutique plutôt. Mais dans mon intention, il n'y avait pas évidemment pas de volonté d'objectiver. D'ailleurs, je suis assez contre ces catégories d'objectivation et de subjectivation, au sens qui m'intéresse, c'est plutôt le travail d'une phénoménologie de la relation à l'autre. C'est-à-dire le sujet, c'est-à-dire qu'on est plus ou moins atomisés tous les deux, et c'est ce qui me semble poser un peu problème. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt la surface de cette rencontre qui n'existe que par le langage. Je n'ai pas d'autres moyens, et par les signaux verbaux et non verbaux. Donc c'est ce qui permet, à mon sens, de désamorcer un peu cette distinction, qui est très présente évidemment, mais qui m'a toujours posé problème en fait. Après, pour les deux livres, le livre de Vincent Debanne, oui, je connais Vincent Debanne en plus, on est copains. C'est-à-dire que Geertz l'avait dit avant, ça finalement, sur Lévi-Strauss, quand il écrit Triste Tropique, ce qui est fait n'est plus à faire. Bon, il a écrit, il a donné dans la littérature. Après, on passe aux choses sérieuses. Donc, mais où ça pourrait nous dire quelque chose chez Lévi-Strauss, c'est que, et ça Geertz le dit très bien, la rencontre avec l'autre, c'est-à-dire l'accès à la représentation mentale de l'autre, qui est en l'occurrence un bororo, je crois, au fond de la forêt amazonienne, ou un ambicora, il ne peut pas y avoir accès. C'est du domaine. Donc, par conséquent, il faut revenir au mythe. Il faut revenir donc à un matériau, pour le coup, objectif, et donc aux structures. Donc, c'est intéressant, le livre de Vincent est assez intéressant, et celui de Geertz est encore plus intéressant, je trouve, parce qu'il nous montre l'intention institutionnelle derrière, finalement, scolastique, qui est d'imposer le structuralisme comme une défaite de la rencontre avec l'autre. Et quand on connaît un peu Lévi-Strauss, après, ça tombe sous le sens. Mais, donc, si le texte littéraire nous dit quelque chose du texte scientifique, c'est aussi par défaut, ou en tout cas dans sa stratégie d'entrée d'académisme, enfin chez Lévi-Strauss, c'est peut-être pas exactement ça, mais en tout cas dans sa stratégie d'imposition intellectuelle, de posture intellectuelle et du structuralisme. Après, on revient à cette question des deux livres. J'aimerais que, ça me pose problème qu'il y ait cette scission, justement. C'est amusant, juste pour finir, de voir beaucoup de scientifiques, de chercheurs en sciences humaines qui ne peuvent pas partir à la retraite sans faire un livre plus ou moins littéraire. Comme si, finalement, une sorte d'exutoire. Alors, évidemment, moi, j'ai commencé par là, donc je suis mal barré, mais... oui, mais c'est quelque chose qui est très présent, quand même, chez les chercheurs, cette chose-là. Est-ce que c'est la même chose, d'ailleurs ? Bien sûr. Après, je ne vous connais pas. Je trouve qu'aujourd'hui, chez les étudiants en tout cas, je sens plus forcément toujours, elle y est quelquefois, parce que les étudiants qui viennent en cours, a priori, ils aiment bien mes livres, ou je ne sais pas, mais quelquefois quand même, je sens une absence d'ambition à ce niveau. Questionner, c'est-à-dire que la science serait quelque chose qui serait immédiatement donné, où pour le coup le jeu disparaîtrait complètement, et on ferait de l'anthropologie comme on fait du droit ou des mathématiques, c'est-à-dire en appliquant des conventions. Ça, c'est malgré tout un discours qui est très présent et qui me semble poser problème et qui est complètement lié au système de notation, au fait de ne plus faire de livres collectifs parce qu'on considère que ça marque plus de points. Donc tout ça est lié, je veux dire. Puis au recul aussi de la psychanalyse, de la réflexivité, tout ça est lié. C'est une grande vague générale. Moi, je vous aurais bien proposé de finir par un petit bout de lecture si vous n'êtes pas trop fatigué. S'il y a quelque chose dans tout ça, oui, histoire de finir sur une parole et de réentendre du littéraire, enfin, de ce que vous auriez envie. Les livres sont tous là, je crois. Si... C'est marrant parce que celui-là, je considère qu'il a barbé tout le monde, donc je le prends pas.
par un pur stéréotype. Alors que pour le coup, voilà, alors là, moi, en profane, pas du tout scientifique, l'indistinction qui est produite est vachement intéressante parce que j'ai lu ça, alors que j'en lis pas d'anthropologie, moi, avec beaucoup de plaisir de lecteur, quoi. De l'ordinaire. De l'ordinaire. Oui, bah pourquoi pas. Voilà. La fin qui est assez... Au moment de clore ce texte, il faut rappeler qu'il s'inscrit dans une collection d'ouvrages. Alors ça, c'est pas forcément... Il n'en demeure pas moins que mes recherches sont épistémologiquement référées à ceux de mes prédécesseurs par le rejet de 2 pièges formulés par Merleau-Ponty. C'est bien de parler de Merleau-Ponty un peu, il fait chaud. Les pièges de l'idéalisme et de l'empirisme pur. En se démarquant fondamentalement de l'illusion d'un monde objet échappant à l'expérience, l'anthropologie de l'ordinaire refuse d'abord cette tendance que Merleau-Ponty entend par idéalisme, soit la primauté d'ensembles abstraits qui appartiennent à un domaine dont, par définition, nous ne pouvons avoir aucune expérience. Et là, je fais une parenthèse, mais pour le coup, c'est un peu le leitmotiv, en tout cas une ligne de conduite qui me semble très intéressant. Des ensembles abstraits qui appartiennent à un domaine dont, par définition, nous ne pouvons avoir aucune expérience. Comment s'instituent ces domaines-là, qu'on les appelle crise ou qu'on les appelle structuralisme, et comment est-ce qu'ils se sont instaurés en nous, en quelque sorte, en nous dédouanant de pouvoir faire l'expérience réelle, enfin en tout cas l'expérience des mots utilisés. Je sais pas si je continue. Selon Merleau-Ponty, de telles doctrines reposent sur un décret abusif de possession du monde. Le monde est conçu comme un pur objet de pensée, un système structurel, fonctionnel, organisationnel, une analogie organique, alors même que de façon contradictoire, il ne cesse d'apparaître en anthropologue dans la phénoménalité de la communication établie, perdue ou retrouvée avec un ou plusieurs observés. Dès lors, l'anthropologue ne peut faire oublier cette évidence du terrain qu'au moyen de procédures destinées à la masquer, quelquefois à l'exclure, à la disqualifier ou à la délégitimer. Ce rejet artificiel du monde vécu supporte une explication qui tient évidemment aux difficultés à rendre compte de façon globale d'expériences locales. Les enjeux en termes de modélisation sont tels que les partisans de cette tendance idéaliste préfèrent un modèle clos, susceptible d'expliquer globalement le monde social, mais en rendant contingent le local, régulièrement assimilé à de la subjectivité, scorie de l'enquête, coulisses non heuristiques, etc. Concevoir un modèle d'explication culturelle simplifié par le biais du monde-objet comporte un avantage en termes didactiques, mais pas en termes scientifiques, car, il faut le rappeler en examinant les usages faits de ces assertions sans preuve apportées, de tels modèles confondent régulièrement le modèle du monde et le monde vécu. Le modèle du monde et le monde vécu, c'est-à-dire le mot et la chose en gros. D'où ce retour à Wittgenstein dans mon travail, qui est le premier à questionner, à dire le mot que vous utilisez est une catégorie qui ne fonctionne pas. Vous citez aussi Spinoza, je crois, avec le concept de chien qui n'aboie pas. Le concept de chien n'aboie pas. Bon. Merci beaucoup. Merci de votre attention active. Vous l'avez compris, les livres sont là. Ils ont en plus cet incroyable intérêt d'être à la fois beaux et pas chers. C'est quand même pas si courant. Voilà, on a brièvement évoqué un moment, j'y pense parce que c'est Alia aussi, je ne sais pas si vous en avez, mais on a parlé de Bruce Bégou à un autre endroit en contrepoint. Une grande partie de son travail a été édité chez Alia aussi, donc c'est encore autre chose à éventuellement aller visiter. Et son dernier livre qu'on évoquait, Suburbia, est lui chez Inculte, et celui-là, comme il est assez récent, je suis sûr que vous en avez en bas. Voilà. Merci beaucoup à vous, et je pense que c'était la dernière soirée de la saison, donc bel été, puisque c'est enfin démarré. Merci beaucoup Eric.